Alright. Le début du direct sur TikTok, le début du vendredi 11h45. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être présents pour ce live. Aujourd'hui, on a une grosse tâche en fait, c'est de parler des vendeurs. Donc, comment vendre sa propriété en 2023. On a un gros ordre du jour aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à discuter. Donc, en fait, c'est ça, la vente au complet. On va parler de garantie légale, on va parler de vendre avec ou sans courtier, on va parler des étapes de la vente, on va parler de plusieurs sujets. Donc, manquez pas ça va être un super bon live. Et donc voilà, donc on va partir là-dessus. Je vais vous faire une petite lecture de l'ordre du jour. On va pouvoir passer à travers ça tranquillement pas vite aujourd'hui. On a donc une bonne heure et quart pour passer à travers ça. Donc, l'ordre du jour, numéro 1, on va parler de établir son projet. Donc, quand on vend ou quand on achète une propriété, il faut être capable d'établir son projet. On va parler numéro 2, est-ce que je devrais vendre avec un courtier ou sans courtier ou les deux? Sujet numéro 3 qu'on va parler aujourd'hui, établir mon équipe pour mon projet. Donc, que ce soit pour l'achat ou pour la vente, c'est très important d'avoir une équipe complète pour t'accompagner dans ton projet. Sujet numéro 4, aujourd'hui, ça va être c'est quoi les étapes de la vente, en fait. Ça ressemble à quoi du point A au point B pour se rendre de ma maison est sur le marché à la maison est vendue. Le point numéro 5 qu'on va discuter aujourd'hui, c'est quand on vend, c'est quoi la meilleure stratégie marketing? Donc, comment est-ce qu'on fait pour vendre la propriété au maximum du prix vendu, du prix affiché, en fait. Donc, ça va être le 5e point. Le 6e point pour discuter aujourd'hui, ça va être vendre sans garantie légale. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Comment est-ce qu'on fait pour vendre en toute tranquillité, sans avoir de problème avec les vices cachés dans le futur? Le point numéro 7, on va parler de ça ressemble à quoi le marché de 2023, donc ça ressemble à quoi à vendre cette année en 2023, vendre sa propriété. Point numéro 8, on va parler de est-ce que tu veux payer la commission ou non de ton courtier. Point numéro 9, on va discuter de demander les résultats du courtier et non combien il charge. Et point numéro 10, ça va être notre période de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du live. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions en live. Donc voilà, on part là-dessus. Donc, le point numéro 1, c'est établir son projet. Pourquoi est-ce que c'est important établir son projet? Eh bien, c'est relativement assez simple. C'est que quand on décide de vendre sa propriété, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire après. OK? Parce que quand on vend sa propriété, généralement, là, je vous dirais 90 à 95% du monde vont avoir besoin de vendre pour avoir les fonds pour acheter une nouvelle propriété. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, ils se disent, ah ben là, je vais vendre, puis ensuite, je vais acheter. Mais malheureusement, ça va dans l'autre sens. C'est qu'on devrait commencer à magasiner avant de vendre. Pourquoi? Parce que quand on va faire une promesse d'achat, quand on va vouloir acheter une propriété, on va faire une offre qui est conditionnelle à la vente de notre propriété. Donc, c'est pour ça, la majorité du monde n'ont pas les moyens de magasiner une propriété déjà en avance et ensuite de ça vendre. Ils ont besoin des fonds de la vente. Donc, c'est pour ça que c'est important d'établir ton projet avant de vendre. Qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je m'achète une nouvelle propriété? Est-ce que je pars en location? Est-ce que je pars voyager pendant des mois? Est-ce que je vais vivre dans un hôtel ou dans la rue? Donc, c'est important de savoir son projet, en fait, c'est quoi par la suite. Prends une petite gorgée d'eau. Donc, c'est ultra important de connaître son projet pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Si jamais vous avez un projet d'achat, donc tu veux vendre et racheter soit plus gros, plus petit, tu veux déménager dans un chalet, tu as un projet n'importe quoi d'autre, mais que tu rachètes par la suite, ben, tu vas avoir besoin des fonds de la vente. OK? Puis c'est important d'établir ça parce que tu veux aussi établir la date du déménagement. La date de déménagement optimale. Parce que là, quand tu vas acheter en conséquence de qu'est-ce que les vendeurs de la propriété que tu achètes, quand est-ce que eux déménagent. Puis toi, ben c'est important pour savoir quand toi tu vas vendre ta maison, quand est-ce que tu peux déménager. Comme ça, toutes les dates concordent. Et l'autre point qui est super intéressant dans établir son projet, puis de savoir si tu veux vendre en premier, puis de savoir c'est quoi la date de déménagement, c'est que tu vas économiser sur tes déménageurs. Parce que je te donne un exemple, là, la grande majorité des gens, ils veulent vendre par exemple pour le 1er juillet ou le 31 juin, donc quand les baux finissent. Mais l'affaire, c'est que les déménageurs sont bookés à ce moment-là au Québec. Ça coûte ultra cher de déménager. Puis, essentiellement, plus tu bookes tes déménageurs tôt, moins ça te coûte cher, puis plus de chances qu'ils soient disponibles.
Parce que c'est pas le temps en mai ou en avril de booker des déménageurs pour juillet parce qu'ils sont pas mal tous ici. Ou s'ils sont pas tous ici, ils vont te charger genre l'extra qu'ils t'auraient pas chargé si t'avais pris en fait en main ton projet au début de l'année. Donc c'est pour toutes ces raisons-là en fait que établir son projet, c'est la chose numéro 1. Philippe Lessard, tu nous demandes, les taux vont-ils baisser bientôt? Les banques estiment, donc les prédictions de la plupart des institutions financières estiment que les taux vont redescendre fin 2023, début 2024. Donc c'est ce qui est prévu pour le futur. Donc on ne sait pas s'ils vont baisser à 100%. Là. C'est sûr qu'on n'a pas une boule de cristal, mais c'est ça. Donc pour savoir si les taux vont baisser bientôt, on doit attendre pour le savoir, mais généralement on a une prédiction pour dans quelques mois. C'est quoi le pourcentage que tu prends sur ta vente? Oscar, excellente question. Malheureusement, je peux pas répondre parce que c'est quelque chose qui se fait en 1 à 1. Je peux pas répondre à ces questions-là parce que si jamais il y a d'autres courtiers dans le live qui m'écoutent ou si par exemple tu veux devenir courtier, c'est comme si je te partageais ma stratégie de commission et malheureusement c'est contre la loi sur la concurrence. Donc je peux pas répondre à ta question malheureusement. Donc on va passer au sujet numéro 2. Est-ce que je veux vendre avec courtier, sans courtier, ou est-ce que j'utilise les deux services? OK? Premièrement, la question, elle est légitime. OK? La plupart des gens, la plupart des courtiers vont dire non, le monde ne devrait pas utiliser un service sans courtier. Moi, je suis quelqu'un qui est relativement honnête dans la vie, OK? Donc, je vais vous le dire, il y a un service de vente sans courtier que vous pouvez utiliser, OK? Puis c'est tout à fait légitime, vous avez le droit d'utiliser. Est-ce que je le conseille? Non, on va le voir un petit peu plus tard, mais vous avez le droit essentiellement de vendre la propriété par vous-même. Donc, c'est quoi les options quand tu vends sans courtier? C'est quoi tes avantages et tes désavantages? Ben, l'option de vendre sans courtier, essentiellement, c'est que, entre guillemets, tu économises la commission. Donc ça peut être effectivement un avantage pour certaines personnes. D'avoir le contrôle sur sa propre transaction, ça peut être intéressant pour certaines personnes aussi. Vendre par soi-même aussi, tu connais très bien ta maison, donc tu peux peut-être te considérer comme un meilleur vendeur qu'un autre courtier si jamais t'as déjà travaillé en vente ou que t'as déjà par exemple des talents dans ce domaine-là, peut-être que tu peux te mettre en vente. Ou si tu as déjà vendu plusieurs propriétés dans le passé, tu es un investisseur puis que tu en as déjà vendu 10, 15, 20 puis que tu vois pas l'intérêt d'avoir un courtier, ben tu peux utiliser les services sans courtier. La seule affaire que moi je te dirais si tu veux vendre sans courtier, ce qui est négatif, c'est que tu as moins de visibilité. Au Québec, c'est environ entre 80, 90 et 95%, dépendamment des régions, des propriétés qui se vendent à travers un courtier. Donc, quand tu vends sans courtier, malheureusement, tu te bloques genre entre 20 à 5% en fait, tu te marketes ta propriété seulement entre 20 à 5% des gens au Québec. Tu comprends? Parce que l'autre partie, c'est les courtiers qui vendent les propriétés, la majorité des propriétés. Puis l'autre chose, c'est dans mettons 20% des propriétés qui se vendent sans courtier, ben là-dedans, c'est pas vendu avec courtier, mais les acheteurs, qui apportent les acheteurs en majorité des cas, c'est les courtiers qui apportent les acheteurs. Tu comprends? Je prends une petite gorgée. Donc, moi, c'est ça que j'aime moins quand tu vends ta propriété sans courtier, c'est que tu as moins de visibilité parce que la plupart des propriétés sont vendues par l'entremise d'un courtier. Tu sais, il y a possibilité aussi d'utiliser. En fait, on va passer avec courtier. Pourquoi est-ce que tu achèterais pourquoi est-ce que tu vendrais avec un courtier? Bien évidemment, pour la visibilité, de 1, parce que ça va te chercher un meilleur prix de vente. Ça va te donner aussi, ça va être plus rapide généralement que des propriétés qui sont vendues sans courtier. On le voit là sur le marché, on voit des propriétés qui sont affichées par exemple sur des sites que je peux pas nommer malheureusement, mais que ces propriétés-là, ils restent peut-être 60, 90, 120 jours sur le marché, tandis que la moyenne avec un courtier, présentement, on est à 60 jours de temps de vente, tu sais. Donc, fait que tu sais, utiliser le service d'un courtier, généralement, tu vas vendre plus cher, tu vas vendre plus rapidement, puis tu vas avoir quelqu'un qui va être là pour t'accompagner, puis qui va faire
toute la transaction avec toi, qui va te guider à travers comment rédiger les documents, quels documents que tu dois avoir de disponibles pour vendre ta maison, quelles expertises que tu devrais faire avant ou après, quelles rénovations que tu devrais faire avant de mettre en vente la propriété. Puis c'est aussi cette personne-là qui est un expert du marketing pour t'aider à vendre la propriété. Il y a aussi l'option de vendre avec les deux. En fait, il y a l'option de vendre avec un courtier et il y a l'option de vendre avec un courtier et dans le sens où tu peux afficher la propriété seul, OK? Et avec un courtier. Donc, c'est ce qu'on appelle utiliser les services des deux ou avoir 100% du marché. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Il y a des courtiers qui l'offrent de te laisser afficher la propriété à vendre par toi-même sur les sites que tu désires, que je ne peux pas nommer, et afficher par le courtier en même temps. Et ce qui est avantageux à ça, en fait, c'est que tu peux afficher à deux prix différents. C'est-à-dire que si tu affiches avec le courtier, par exemple, tu affiches à 430 000, puis toi-même, tu affiches 400 000, ben d'un bord, si tu vends avec le courtier, tu as quand même 400 000 net dans tes poches, puis si tu vends sans courtier, tu as quand même 400 000 net dans tes poches. Donc, dans les deux cas, que tu vendes à 430 000 ou à 400 000, tu vas quand même avoir un 400 000 net dans tes poches parce que tu as l'option de pouvoir afficher à deux prix. Qu'est-ce que moi, je recommande en tant que courtier? Ben, moi, personnellement, c'est sûr que je suis un gros fan d'aller chercher le plus de visibilité possible. Il y a moyen d'aller chercher tous les gens qui cherchent des propriétés sur des sites non affichés par des courtiers, puis il y a aussi le moyen d'aller chercher les gens qui affichent leur propriété avec des courtiers. On comprend? Je vais prendre une petite gorgée. Donc, moi, je suis fan d'aller chercher 100% du marché et de t'entendre avec ton courtier. Par exemple, si jamais l'acheteur ou la personne qui va acheter ma propriété provient d'un site que le vendeur a affiché lui-même, donc sans l'aide du courtier. On va parler peut-être un site avec une pancarte verte. Et si jamais l'acheteur provient de là, ben à ce moment-là, tu peux prendre une entente avec ton courtier où ton courtier s'en occupe aussi, mais il prendra pas le même pourcentage de commission parce que c'est pas lui qui a attiré l'acheteur. OK? Donc, il y a cette possibilité de faire là. Moi, personnellement, quand je prends des contrats avec des clients, je refuse, puis ça, c'est mon droit en tant que courtier, c'est la façon dont je run ma business. Je refuse que mes clients utilisent les services, en fait, sans courtier en même temps que moi. La raison est simple, c'est que je veux pas travailler pour rien, en fait, parce que quand que je dépense de l'argent pour faire du marketing sur la propriété ou pour vendre, tu sais, pour aider la personne à vendre, j'utilise mon temps, j'utilise mon budget, tu sais, je travaille puis ça me tente pas de travailler pour rien. Par exemple, si le client me dit mais je veux aussi être affiché sur les sites où il n'y a pas de courtier, mais je vais te laisser t'occuper du client puis en échange, je vais te donner un pourcentage mais plus bas de ta commission. Mais à ce moment-là, il y a toujours moyen de s'entendre avec les clients vendeurs. Donc, personnellement, je suis fan d'avoir le plus de visibilité possible parce que c'est de cette façon-là qu'on va vendre plus cher, plus rapidement. Et d'utiliser un courtier, c'est d'être bien accompagné. En plus, petit bémol que j'avais oublié de vous dire, quand tu utilises un courtier, t'es aussi tu passes sous la loi du courtage immobilier du Québec. Donc, si jamais il y a une faute qui est commise à ton égard, ok, ben le courtier, nous les courtiers, on a des assurances responsabilités. Ça veut dire que si jamais il y a un problème qui se passe avec la transaction par ma faute, ben t'es couvert par mon assurance responsabilité et par la loi sur le courtage immobilier du Québec. Donc voilà, donc c'était ça pour le sujet numéro 2. Sujet numéro 3, établir mon équipe pour mon projet. Donc, t'as établi ton projet, t'as décidé si tu voulais utiliser un courtier ou non. Ensuite de ça, on établit son équipe. Donc, ton projet de vente et ton projet. Si ton projet c'est juste de vendre, ben tu vas t'entourer des professionnels que tu as besoin pour la vente. Puis si tu as besoin aussi d'acheter, donc on va te faire une équipe avec les acheteurs. Je te donne un exemple. Pour les acheteurs, ben tu as besoin d'une grosse équipe. OK? Tu vas avoir besoin d'un courtier hypothécaire pour t'aider à magasiner ton taux hypothécaire. Tu vas avoir besoin d'un bon courtier immobilier qui va pouvoir t'aider à acheter la propriété et à magasiner avec toi. Tu vas avoir besoin d'un inspecteur en bâtiment pour faire inspecter la propriété que tu vas acheter. Tu as besoin d'un gars d'assurance maison pour pouvoir magasiner tes assurances entre plusieurs assureurs. Pour assurance habitation, bien évidemment. Tu vas avoir besoin d'un notaire, en fait, pour pouvoir pour notarier la transaction et closer ça correctement. Peut-être un planificateur financier que tu vas avoir besoin pour ton projet dans le futur si tu vends ta propriété puis tu utilises des fonds pour aller voyager puis en même temps tu veux être en location ailleurs, etc., etc. Et puis, tu vas avoir besoin d'un gars de réno. Si jamais tu achètes une propriété qui a besoin de rénovation, tu vas vouloir aussi t'entourer d'un gars de rénovation puis avoir des estimés au début de ton projet pour être sûr que quand tu achètes la propriété, ben tu saches combien est-ce que ça va te coûter au complet. Donc voilà, pour un acheteur, ça ressemble à ça. Pour un vendeur, ben
sais, tu vas avoir besoin de booker tes déménageurs le plus rapidement possible. Tu vas avoir besoin d'un apporteur géomètre au besoin si jamais tu as besoin de refaire ton certificat de localisation. De gars de réno si tu veux faire des rénaux avant ta propriété. Tu sais, un électricien si tu as besoin de changer des trucs dans le panneau avant de vendre. Peut-être un plombier, etc. Donc, il faut s'entourer d'une bonne équipe pour mettre la propriété sur le marché. Parce que quand on met une propriété sur le marché, c'est pas le temps d'avoir des problèmes puis de se faire renégocier à l'inspection ou ensuite. À moins que tu n'aies pas le budget. Mais ça, tu sais, ça dépend tout le temps du projet du client. Si jamais tu veux vendre puis que tu veux pas payer pour faire des rénaux avant, ben tu sais, comme pas le choix, tu sais. Donc voilà. En passant pour les questions, là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Je vais les répondre aux questions à la fin du live. Donc il y a une période questions-réponses qui va être environ vers, je vous dirais, 12h30, 12h45. Donc on va passer au sujet suivant. Ok. Donc ensuite, c'est quoi les étapes de la vente? Je vais juste sortir ma petite liste. Donc c'est quoi les étapes standards d'une vente? Puis je vais passer à travers chaque point. Puis je vais vous expliquer à chaque point c'est quoi qui se passe dans les étapes de la vente, ok? Prends une petite gorgée d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Donc, les étapes de la vente, relativement assez simple. Étape numéro 1, on évalue la valeur marchande de la propriété. Ben oui, quand tu mets ta propriété en vente, tu veux savoir c'est quoi la valeur. Tu veux savoir pour combien est-ce que je peux la mettre en vente sur le marché. Fait que si jamais tu fais venir un courtier ou une autre entreprise qui peut t'aider à peut-être estimer la valeur, ben cette personne-là va pouvoir t'aider à savoir c'est quoi la valeur marchande. Et là, il faut faire attention. La valeur marchande, ce n'est pas la valeur de l'évaluation et ce n'est pas un évaluateur agréé qui vient faire la valeur marchande. Ok, la valeur marchande, c'est un professionnel qui s'y connaît dans les prix de vente du marché immobilier. Donc, généralement, un courtier. Ok, une fois que tu as établi un prix de vente compétitif, ok, comment est-ce qu'on fait ça? On prend moi, en tout cas, notre équipe, on fait ça avec 3 statistiques, ok? Premièrement, les comparables vendus. On va voir ta propriété. Y a-tu plusieurs propriétés comme la tienne qui ont été vendues récemment? Si oui, c'est ça tourne ça tourne autour de quoi le prix de vente? Est-ce que les propriétés sont similaires à la tienne? Oui, il y en a une pareille, même modèle, même tout est pareil, puis ça a été vendu 450 000, puis il y en a 3 autres pareils qui ont été vendus 455, 445. Ben, on peut s'attendre à ce que ta propriété tourne autour de 450 000 pour la vente. OK? Donc ça, c'est numéro 1, on va voir les comparables vendus. Numéro 2, on va voir c'est quoi les statistiques du marché, donc les dernières statistiques immobilières. Si jamais, là, dans ton secteur, les propriétés en moyenne, ils se vendent toutes 450 000, OK? Puis toute ta propriété fit directement dans le moule de la propriété moyenne, ben on peut peut-être s'entendre là-dessus. Si les propriétés se vendent à 115% de l'évaluation municipale, ben là, on va faire ton évaluation municipale fois 115%, puis on va calculer ça donnerait quoi le ratio de vente. Si jamais ta propriété aussi, il y a le prix inscrit versus le prix vendu. Donc, si tu regardes les autres propriétés, est-ce que les propriétés, mettons quelqu'un il demande 450 000, est-ce qu'il reçoit 450 000 ou est-ce qu'il affiche à 475 pour recevoir 450? Donc, on va aller se fier là-dessus. Donc, on prend comme j'ai dit, on prend les comparables vendus, les dernières statistiques du marché. Puis le troisième, ça va être la compétition. Fait que t'as bien beau dire, il y a toutes les propriétés qui sont similaires à la mienne, se sont tous vendus 450 000 dans le dernier mois. Mais là, s'il y en a 22 à vendre à 450 000 puis qui sont toutes pas vendus, ben ça fait en sorte qu'il y a plusieurs acheteurs sur le marché, ils vont avoir le choix entre plusieurs propriétés, puis pourquoi est-ce qu'ils achèteraient la tienne? Puis là, ben ça va faire driver le prix de vente vers le bas. Fait que qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Si jamais il y a plusieurs propriétés comme la tienne à vendre au même prix, tu vas afficher un prix un petit peu plus bas pour aller vampiriser, aller voler les acheteurs de tous les autres listings, puis aller les porter vers ton listing à toi, vers ta propriété, parce que toi, tu veux vendre. Et à ce moment-là, si tu vas vampiriser les acheteurs de toutes les autres 22 propriétés, par exemple, ben, ça crée un engouement des acheteurs, plusieurs offres multiples égale, ben, de la surenchère. Puis là, tu peux aller peut-être chercher ton 450. Fait que tu comprends un peu le principe. Puis il y a l'inverse aussi qui est vrai. Donc, si jamais il y a aucune propriété comme la tienne qui est à vendre en ce moment sur le marché, puis que c'est un produit qui est très recherché, puis que tu vois que dans les derniers mois, ça s'est vendu 450 000, mais ça s'est vendu en une semaine, ben, tu peux l'essayer à 465. Parce que il y en a aucun autre propriété comme la tienne sur le marché, puis c'est en demande. Fait que quand quelque chose est en demande, les offres multiples, puis ensuite de ça, ben voilà. Donc c'est ça, on évalue point numéro 1, on évalue la valeur marchande de la propriété. Numéro 2, on rassemble tous les documents importants pour la vente, OK? Et ça, c'est extrêmement important parce que tu veux pas te ramasser à savoir que ton certificat de localisation, il est outdated au moment où tu fais la vente. Donc,
Nous, dans notre équipe, on a créé une petite liste que je vous montre ici avec mon iPad, ok? Donc, on a une liste, c'est la liste des documents à vendre pour une propriété. Les listes de documents qu'on a besoin pour vendre une propriété. Donc, si jamais tu veux la liste, que cette liste-là t'intéresse et que tu veux l'entièreté des documents que tu as besoin pour mettre ta propriété en vente, tu peux m'écrire en DM ou me texter, m'appeler, n'importe quoi. Puis, si jamais tu écris en DM, écris liste de documents pour la vente. Et je vais te l'envoyer gratuitement, ok? Ça va me faire plaisir. Je charge pas pour ça. C'est gratuit. Tu vas pouvoir préparer ta vente correctement, à tête reposée. Tu peux m'écrire sur les DM en TikTok, les DM en Instagram, puis les DM sur Facebook aussi. Ça va me faire plaisir de t'aider. Donc, on rassemble tous les documents qui sont importants pour la vente, ok? Les documents qui sont importants pour la vente, je vais faire la petite liste ici là, avec mon iPad. Donc, le premier document qu'on a besoin, c'est de l'acte de vente de quand toi tu as acheté la propriété. OK? Donc, l'acte de vente, essentiellement, c'est ce que tu as signé chez le notaire qui officialise la vente de la propriété ou ton achat de propriété. Donc, tu as besoin de la copie originale. Pas pour moi. Moi, dans mes dossiers, je peux prendre une copie, une simple copie normale. Mais pour le notaire, tu vas avoir besoin de la copie qui est officielle. OK? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la copie officielle, le notaire il va te dire tu as besoin de la copie officielle. Puis là, si tu l'as pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te charger plus cher pour lui faire une copie officielle. Donc, ça va vous sauver des frais si vous le faites maintenant. Si vous trouvez votre acte de vente officiel, là, ça va vous sauver des sous. Donc, numéro 2, tu as besoin de tes taxes municipales. OK? Donc, on a besoin de toutes tes taxes municipales. On va avoir besoin de toutes tes taxes scolaires. OK? Une copie de ton assurance habitation pour pouvoir la faire parvenir par la suite. Le coût d'électricité annuel, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour les acheteurs. Donc, quand ils ont accès à tous les documents sur le coût annuel d'électricité, ça peut les aider à faire une décision éclairée. Le certificat de localisation à jour et qui représente l'état des lieux. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense, dans les documents à préparer pour la vente, là. Un certificat de localisation, OK, c'est un document qu'un apporteur géomètre fait dans lequel on a toutes les servitudes, les trucs légaux pour ta propriété, puis on a une espèce de plan vu de haut de la propriété avec, mettons, la piscine, cabanon, le stationnement est où, ton terrain est délimité où, OK? Et ça, c'est important de l'avoir à jour. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller chez le notaire, s'il est pas à jour, il va falloir que tu payes une assurance titre, puis il va falloir que le nouvel acheteur en commande un, puis toi, ça va te coûter des frais à toi en tant que vendeur parce que tu étais censé le fournir, OK? Tu es censé le fournir légalement, OK? Donc, le certificat de localisation, il faut qu'il ait moins de 10 ans, OK? Donc, il faut qu'il soit plus récent. Là, on est en 2023, fait qu'il faut qu'il soit maximum de 2013, OK? Puis même là, ça devient serré. Puis, il faut qu'il représente l'état actuel des lieux. C'est-à-dire que si jamais ton certificat il date d'il y a 5 ans, mais tu as fait une piscine creusée dans ta cour, ton certificat il est plus bon. Il faut que tu en fasses un nouveau. OK? Donc, ça, c'est ultra important parce que ça coûte genre 1200, 1500, 1800 des fois faire des certificats de localisation. Puis, c'est relativement assez chiant parce que les arpenteurs géomètres sont tous bookés au même temps de l'année quand les gens veulent vendre. Puis là, quand les gens veulent vendre, c'est pas le temps de faire ton certificat de localisation parce que tu l'auras pas à temps pour la vente. OK? Puis, t'as pas envie de payer des frais supplémentaires, une assurance titre de 5, 600, 700 pièces sur le notaire. Good? Donc, tu as besoin aussi des factures, des garanties de toutes les rénovations et des réparations que tu as faites dans le passé. OK? Donc, si jamais tu as changé la cuisine, tu veux les réparations puis les factures. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas les factures, tu peux pas le mettre dans ta fiche descriptive que la propriété a été rénovée, par exemple, en 2017. Fait que si la propriété est rénovée en 2017, tu n'as pas les factures, tu peux pas le dire. OK? Tu peux le dire verbalement, là, mais tu peux pas le mettre sur écrit de genre la propriété a été rénovée en 2017 parce que si c'est pas vrai, tu peux te faire poursuivre par l'acheteur. OK? Donc c'est important d'avoir facture et garantie des réparations. Good. Tu as besoin de ton test de pyrite. Si jamais tu vends une propriété sur la rive sud de Montréal, très important, ça te prend un test de pyrite. À moins que tu me dises que ta propriété c'est une construction ultra récente sur un terrain qui était 999 là, mais généralement tu as besoin d'un test de pyrite, OK? Ça coûte combien? 400, 500, 600 pièces dépendamment, OK? C'est très important. Si tu l'as pas, l'acheteur va le demander, puis ça va être à tes frais encore une fois, puis ça va faire plus de délai, puis ça va être chiant, OK? Donc on fait un test de pyrite au début. Tu vas avoir besoin d'un relevé hypothécaire, donc combien il te reste à payer sur ton hypothèque. Et là, les prochaines options, c'est les prochains documents, c'est des documents qui sont optionnels, OK? Donc, dépendamment si jamais ta propriété en a. Coût de gaz, mazout ou de bois pour chauffer la propriété. Conformité de la fosse septique, par exemple. Conformité des poêles et des foyers.
un test d'eau si jamais tu as un puits artésien, un test de sol si jamais ça a lieu sur la vente de ta propriété, un acte de transmission si jamais tu vends la propriété parce que tu as reçu un héritage ou c'est une succession ou peut-être que c'est ta grand-mère qui peut pas vendre sa maison puis elle t'a mandaté pour vendre la maison, fait que tu as besoin de l'acte de transmission pour en tout cas, le mandat pour un mandataire. Ensuite de ça, si jamais tu as un condo, tu as besoin des noms et des coordonnées des administrateurs de la copropriété, de la déclaration de copropriété, tu vas avoir besoin, la police d'assurance de la copropriété, les règlements de la copropriété, les procès-verbaux des 2 dernières années ou plus, les états financiers de la copropriété et autres. Donc, si jamais tu veux cette liste-là, ok, la liste des documents que tu as besoin pour vendre ta propriété, encore une fois, tu m'écris en DM, tu m'écris sur Instagram, sur Facebook, t'écris liste de documents et ça va me faire plaisir, je vais te l'envoyer gratuitement, je charge pas pour ça, donc je donnerai ça gratuitement. Donc, on a évalué la valeur marchande de la propriété, on a rassemblé tous les documents qui étaient importants, on est rendu à signer le contrat de courtage, ok? Le contrat de courtage, c'est le contrat, une entente entre toi, le vendeur et moi en tant que courtier, ok, pour vendre la propriété. Bon, là, si jamais tu as décidé de vendre la propriété sans courtier, ben tant mieux, tu n'as pas besoin de signer de contrat. Tu vends la propriété par toi-même. Mais si tu la vends avec moi, c'est là qu'on va décider c'est quoi les inclusions et les exclusions de la vente. C'est quoi le marketing que je vais faire pour toi. Donc, tu me payes un montant de commission. Donc, c'est quoi que je vais faire pour vendre ta propriété. Et c'est là aussi qu'il y a toutes les obligations du vendeur. Donc, qu'est-ce que toi, tu es obligé de faire en tant que vendeur, puis moi, qu'est-ce que je suis obligé de faire en tant que courtier immobilier pour te représenter pour la vente. Ok, donc toutes les obligations légales et tout dans le contrat. Donc, une fois qu'on signe le contrat, le prix de vente, les inclusions, les exclusions, quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on veut, pour quand est-ce qu'on veut vendre, quand est-ce qu'on veut signer l'acte de vente, etc., etc. Une fois que le contrat de courtage il est signé, on prépare la vente à la mise en marché. Ok. Donc, généralement, c'est là qu'on va faire les photos, on va faire peut-être de la peinture, des petites rénovations mineures, majeures, dépendamment de ce que tu as à faire de la propriété. On prépare la propriété, en fait, à être mise sur le marché. OK? C'est là qu'on va préparer aussi les documents marketing en tant que courtier. Là, si jamais on fait de la pub papier, là, ben c'est là qu'on va aller faire imprimer les papiers. Donc, on va tout préparer à la vente parce qu'on veut pas mettre la propriété sur le marché puis ensuite préparer la vente. C'est le contraire, OK? On prépare la vente puis ensuite on met la maison sur le marché quand tout est prêt. Alright? Une fois que ça c'est fait, on inscrit officiellement la propriété à vendre sur le web. Et en fait dans la vraie vie aussi, là, pas juste sur le web. Je prends une petite gorgée. Merci Jake, commentaire assez funny. Donc c'est là que tu inscris officiellement la propriété à vendre sur le marché. Puis c'est là que évidemment ta propriété arrive sur Internet. C'est là qu'on va commencer aussi à lancer la campagne marketing de nouveautés. OK? Essentiellement, quand tu vends ta propriété, la chose la plus importante, c'est le décollage ou l'arrivée de ta propriété sur le marché. OK? Quand tu fais une nouveauté, parce que c'est là que tout le monde, tous les gens qui se magasinent une propriété, ils vont la voir. Oh, il y a de quoi de nouveau sur le marché. Il y a de quoi de nouveau qui peut m'intéresser. C'est là qu'il faut accrocher les gens. OK? C'est quand que la propriété est mise sur le marché qu'il faut la vendre et non 2 mois plus tard. OK? Le but, c'est la vendre le plus rapidement possible. Puis c'est quand tu as le plus de visibilité, c'est quand que la propriété sort. Parce que tout le monde le reçoit dans ses alertes immobilières. Tout le monde magasine en refreshant non-stop là, sur Centris, savoir c'est quoi la nouvelle propriété qui est sortie. Donc, c'est important de ne pas rater son entrée. OK? Sa première impression avec la vente, c'est ça le plus important. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire des visites. Donc, on va avoir des demandes de visites qui vont rentrer. Et puis là, c'est le moment où on a, c'est ça, là, en fait, les visites. C'est pas plus compliqué que ça. On fait visiter la propriété à des gens. Là, dépendamment du courtier que tu as choisi, il y a des courtiers qui vont pas faire leur visite eux-mêmes. Il y a des courtiers qui vont installer des boîtes à clés. J'ai une vidéo sur, en fait, ce que je pense des boîtes à clés qui s'en vient. Ça vous donne une petite idée. Moi, je pense que les boîtes à clés, ça devrait pas exister, mais bon. Puis ensuite de ça, tu vas décider est-ce que c'est le courtier qui fait les ventes, est-ce que toi, en tant que vendeur, tu vas être là sur les visites, en fait, pour la vente. Moi, je le conseille pas. Mais bref, c'est à vous de voir éventuellement. Une fois qu'on commence à faire les visites, tenir des visites libres, on a de l'engagement sur la propriété. En général, c'est là qu'on va recevoir des offres. OK? Donc, on reçoit des offres. Et généralement, je vous les présente. Donc, si jamais on a plusieurs offres ou on a juste une offre, on se prend un rendez-vous, mettons tel soir à 16h, on a une offre, je te la présente. À ce moment-là, tu as essentiellement 3 choix. OK? Oui, il y a des petits points différents qui peuvent arriver, là, mais essentiellement, tu vas avoir le choix d'accepter l'offre, de refuser l'offre ou de la négocier. OK? Généralement,
soit on l'accepte ou on la négocie. Refuser si j'ai vraiment ça fait pas ton affaire du tout. Et on accepte juste une, on refuse les autres. Là, il y a des cas particuliers dans lesquels tu peux accepter une offre de deuxième rang. Si jamais tu as des questions là-dessus, viens me les poser en privé, ça va me faire plaisir. Mais pour aujourd'hui, on va skipper ça parce que on prend les étapes de la vente d'une propriété normale. Ok, donc généralement, tu reçois des offres, tu en acceptes une, tu refuses les autres. Ok, ou tu la négocies puis tu refuses les autres, etc. Good. C'est là que ton processus d'offre acceptée et le début des conditions vont commencer. Ok. J'ai une question dans le chat. One Way Ticket, tu dis, est-ce que ça vaut la peine une visite libre? Oh que oui, ça vaut la peine une visite libre. Pourquoi? Parce que quand tu vas afficher la mention visite libre en ta pancarte ou la mettre sur le web, ça décide. Il y a des gens là dans la vie qui se disent j'ai pas envie de prendre un rendez-vous. Mais si c'est une visite libre, ils vont venir la visiter. Puis plus qu'il y a de gens qui mettent les pieds dans ta maison puis qui visitent la propriété de façon physique et qui ont une émotion quand ils rentrent dans la propriété puis qui ont envie d'acheter, ben ça drive vraiment plus d'offres dans la propriété, puis ça vaut vraiment la peine, ok? Fait qu'en tant que vendeur, là, moi personnellement, je le conseille à 100% des visites libres, c'est une chose qui est super importante. Puis même ton voisin qui est curieux, qui va venir visiter la propriété, ben il y a rien qui dit que lui, il a pas un cousin, un frère, une soeur, un ami, un gars à job qui se magasine une maison, qui cherche peut-être le produit que toi tu as à vendre puis qui va te référer quelqu'un comme ça, OK? Donc c'est ultra important une visite libre, ça vaut vraiment la peine, OK? Donc je reviens, donc une fois qu'on a accepté une offre, OK, on a le début des conditions, OK? Donc généralement une offre d'achat, il y a des conditions à réaliser, OK? Donc il va y avoir des inspections. OK, donc une inspection probablement que l'offre va être conditionnelle à l'inspection de ta propriété. Donc généralement il y a un inspecteur qui va venir inspecter ta propriété, voir si la propriété est en bon état, etc., si elle est exempte de vices, etc., blablabla. Il va voir l'inspecteur. Là, suite à l'inspection, il va peut-être avoir des choses à négocier. Généralement, il y a des choses à négocier parce que les maisons ont tous un petit quelque chose de négatif. Donc, généralement, il y a de quoi à négocier ou non. Une fois que la partie d'inspection est faite, qu'on a renégocié le prix ou qu'on s'est entendu sur quelque chose, on va au financement, donc on supervise l'acceptation du financement. Donc le financement, généralement, ça se fait en 2 semaines, donc 15 jours environ pour l'acceptation du financement. Donc on fait un suivi régulier avec le courtier hypothécaire de l'acheteur pour voir si tout est beau, si toute la transaction est sur le bon chemin. Ensuite de ça, une fois que le financement est reçu, si jamais il y a eu des expertises, ok, un test de pyrite, un test d'eau, regardez si la conformité de la fosse septique est bonne, ben là, à ce moment-là, on fait aussi tous les petits tests comme ça. Donc, toutes les autres conditions, on les fait, on renégocie s'il y a des problèmes, sinon on va de l'avant. Et une fois que toutes ces conditions-là sont réalisées, ben, tu as vendu ta propriété essentiellement. Sauf, bien évidemment, l'acte de vente. Donc, il te reste juste à notarier. Et à ce moment-là, ben, tu vas avoir une date avec un notaire qui va te dire telle place, telle date, tel endroit, on signe officiellement l'acte de vente. Puis généralement, ben, ça va être dans l'offre d'achat. L'acheteur va t'avoir dit, je veux notarier pour telle date. Okay? Puis c'est l'acheteur qui paye le notaire. Donc, en tant que vendeur, tu ne payes pas, en fait, tu ne payes pas pour les frais de notaire. Good! Fait que ça ressemble à ça, essentiellement, les étapes de la vente, OK? Si jamais tu veux les étapes de la vente aussi, j'ai une liste, là, j'ai la liste complète des étapes de la vente. Tu peux me écrire en DM, soit sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ça va me faire plaisir de te le partager gratuitement. Encore une fois, moi, tout le stock que j'ai aujourd'hui, je vous l'offre gratuitement. Toute la présentation aujourd'hui, c'est gratuit. Vous voulez toute l'information que je vous donne aujourd'hui, vous voulez que je vous le redonne en format papier, ça va me faire plaisir. Good? Donc, on a regardé les étapes de la vente. Numéro 5, qu'est-ce qu'on fait quand on vend? C'est quoi la meilleure stratégie marketing? OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour vendre une propriété? Je vais juste sortir mon petit tableau ici pour m'aider. Excellent. C'est quoi la meilleure stratégie marketing? OK? Comment est-ce qu'on fait pour maximiser le retour sur investissement de ta propriété? Comment est-ce qu'on vend le plus cher possible? OK? Prends une petite gorgée puis je réponds à ça. Donc, pour ce faire, tu as 3 piliers en marketing. OK? Tu as le pilier en ligne, tu as le pilier traditionnel, puis tu as le pilier organique. OK? Donc, le pilier en ligne, c'est tout ce que tu vas faire de la pub ou que tu vas forcer en ligne. OK? Donc, par exemple, j'affiche la propriété sur Centris. Je paye de la publicité sur Facebook à propos de la propriété. Je paye, par exemple, un service qui montre les plus belles maisons au Québec de mettre la propriété sur leur site. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on force en ligne. Donc, j'affiche la propriété en ligne. OK?
Ça, c'est aussi peut-être ce que je regarde mon petit point là à côté sur mon iPad. C'est aussi, par exemple, envoyer, nous en tant que courtier, on envoie la propriété à toute notre base de données d'acheteurs. Ok, donc nous autres, par exemple, on a 700 acheteurs qui sont dans notre base de données en ce moment, qui attendent juste de recevoir des nouveautés. Ok, donc on envoie la nouveauté de ta propriété à toute notre base d'acheteurs. Donc ça aussi, c'est ce qui est en ligne. Ok, donc traditionnel. Ok, traditionnel, c'est tout ce qui va être publication dans les journaux. Du porte-à-porte, on fait des pamphlets, on envoie des cartons publicitaires par la poste, par exemple. Donc, c'est tout ce qui va être le marketing traditionnel, prendre des belles photos, la promotion de la vente par réseautage. Donc, moi, j'ai d'autres courtiers dans mon agence, je peux l'appeler, faire comme « Hey, salut, est-ce que tu as un client qui est prêt à vendre la propriété, qui est prêt à acheter une propriété dans tel secteur, à tel budget? Non, parfait. Switch de courtier, tout, etc. » Et aussi, dans le traditionnel, on a les visites libres. OK? Et on a le troisième pilier, OK, qui est organique. Donc, tout ce qui se partage organiquement, que ce soit de façon traditionnelle ou en ligne, là, OK? Donc, ça mélange un peu en ligne et traditionnel, mais c'est pas ce que tu as forcé. OK? Donc, si jamais je prends ta propriété puis que je fais juste faire une publication Facebook, ben il y a des gens qui peuvent partager la publication Facebook. Si je fais une vidéo de ta propriété, OK? Une vidéo pour démontrer c'est quoi ta propriété, c'est quoi la propriété qui est à vendre, puis je la mets sur YouTube, TikTok, Instagram, puis que ça se partage tout seul, puis qu'il y a des vues. OK? Ça, c'est du contenu organique. OK? C'est du marketing organique. Donc, j'ai pas payé ou j'ai pas forcé pour que les gens le voient. OK? Donc, les gens le voient organiquement. Donc, nous, on est très fort, en fait, sur ces trois piliers-là. Et essentiellement, OK? Comment est-ce qu'on fait un melting pot de tout ça? Ben, c'est que tu veux aller chercher là où il y a le plus de visibilité d'acheteurs, là où il y a le plus d'acheteurs, tu vas aller prendre le marketing que je viens de te dire, donc dans les trois sphères, puis tu veux le pousser le plus possible. OK? Donc, nous, notre équipe, on a designé selon le plan que le vendeur prend avec nous, comment est-ce qu'on va faire le marketing de la propriété. Donc, la chose la plus importante, en fait, pour notre équipe, le truc numéro 1 pour les vendeurs, puis ça, je pourrais pas le dire plus souvent que ça, OK? C'est de prendre des belles photos professionnelles, OK? Pas ton cousin qui fait de la photo pour le plaisir. Pas un photographe qui fait du portrait. Pas ton prof de photographie au cégep, OK? Tu veux avoir un photographe immobilier professionnel, quelqu'un que c'est sa job, OK? Pourquoi? Parce que les photos, c'est la chose numéro 1 qui va te rendre qui va rendre ta propriété le plus populaire, OK? C'est la première impression, c'est la chose la plus importante. Quand quelqu'un va sur Centris puis qu'il voit la première photo de ta maison, si la photo est laide, elle est pas bien prise, elle est pas HD, il y a pas assez de lumière, etc., puis qu'il skippe ta propriété, ben t'es déjà mort, OK? T'as même pas le potentiel d'avoir une visite avec cette personne-là. Donc, tu veux que ça donne le goût de visiter puis le goût de regarder la fiche descriptive de ta propriété, OK? Donc, numéro 1, on veut des photos par un photographe professionnel. Je te donne un exemple. Nous, ça nous coûte 300 $, OK? Faire des photos par un professionnel. OK? Puis ça, ben, c'est assumé par notre équipe. Le vendeur, il paye pas quand il fait affaire avec nous autres, OK? On paye 300 $, on a une équipe professionnelle. Si tu veux du drone, ça nous coûte 150 de plus. Si tu veux l'intérieur en 3D, ça nous coûte 150 de plus, OK? Fait que l'ensemble photo, là, ça peut nous coûter jusqu'à genre 900$. Puis là, si tu veux réaliser une vidéo par un professionnel aussi, ça aussi, là, c'est un autre montant d'extra, là, je me rappelle pas, mais c'est environ 1000$ de plus, OK? Puis ça, c'est tout assumé, tous les frais sont assumés par notre équipe. OK? Quand on fait la vente. Mais on cheap out pas là-dessus. On prend pas le cousin. OK? Parce que si tu es capable d'aller te chercher 10 000 de plus sur la vente parce que tu avais des belles photos, parce que tu as eu plus de visiteurs, puis tu as eu plus d'offres, mais ça vaut la peine à la fin, OK, d'avoir payé 900$ de plus pour avoir des belles photos, l'intérieur 3D puis le drone. OK? Donc, on cheap out pas sur les photos. Ensuite de ça, ben notre équipe, on est quand même relativement assez gros sur les réseaux sociaux, là. On a 7000 abonnés à travers tous nos réseaux, dont 5200 environ sur TikTok au moment où je fais le live. Donc, ça donne la bonne visibilité. Nous, on fait aussi du porte-à-porte dans le secteur. Fait que quand on affiche ta propriété à vendre, on s'en va cogner chez ton voisin. On dit toc toc toc. Bonjour monsieur, madame un tel. Je m'appelle Samuel Birubé, je suis courtier. La propriété de votre voisin est en vente, OK? C'est moi qui ai mis la propriété en vente. Si jamais tu as un cousin, un ami, quelqu'un au travail qui veut acheter une propriété dans le même secteur, ben ça va nous faire plaisir de le faire visiter, soit par rendez-vous ou on a une visite libre, par exemple, à tel dimanche, puis on lui donne notre carte d'affaires, puis vous seriez curieux à savoir à quel point on peut trouver des acheteurs à travers ça, ou même la personne
chez qui on va cogner, peut-être que cette personne-là trouve que votre maison est plus belle, puis il veut acheter votre maison. Vous comprenez? Fait que de cette façon-là, on peut aller chercher des acheteurs potentiels pour votre propriété qu'on n'aurait pas trouvé. OK? Donc, on peut aussi faire ça avec des pamphlets ou avec des cartons promotionnels. Notre équipe, nous, on fait un melting pot des trois. Donc, on fait de la publicité en ligne, on va faire du porte-à-porte de façon traditionnelle, on va tenir des visites libres, des photographies professionnelles, on met ça sur nos réseaux sociaux, ça se partage organiquement. Puis, essentiellement, ça ressemble à quoi nos résultats grâce à ça? Ben, en 2022, OK, notre moyenne de vente, c'était 124% du prix inscrit. Donc, si t'affichais, par exemple, à 100 000, on vendait à 124 000. OK? Donc là, tu peux le doubler pour 200 000, tu peux le regarder pour 300 000, tu peux le calculer. OK? Essentiellement, on avait des très bonnes statistiques de vente au niveau du prix vendu. OK? Grâce à cette stratégie-là aussi, on est allé chercher un temps de vente, OK, de moins de 8 jours. OK? Puis là, temps de vente, OK, je vais spécifier, OK, c'est le temps pour avoir une offre acceptée et non où ce qu'on a les conditions réalisées. OK? Donc, pas 8 jours c'est vendu, c'est 8 jours on a une offre acceptée. OK? Donc, c'est moins de 8 jours que ça nous a pris en 2022 pour vendre l'entièreté de ce qu'on a vendu, puis on a vendu plus d'une vingtaine de propriétés. OK? Et essentiellement, ben, ça fait en sorte que les gens aussi sont satisfaits parce que quand on vend ta propriété plus cher, plus rapidement, puis qu'on t'a bien guidé à travers la vente, ben t'as envie de nous référer, puis nous aussi, ben de notre côté, c'est profitable de faire un bon marketing. OK? Donc, c'est ça pour le marketing. OK? Prendre une petite gorgée d'eau. Point numéro 6. Vendre sans garantie légale de qualité. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, en tant que vendeur, si tu n'as pas envie d'avoir de problèmes, OK, de recours en vice caché contre toi dans le futur, tu peux décider de vendre ta propriété sans garantie légale de qualité et au risque et péril de l'acheteur. OK? En tant que courtier, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que là, premièrement, on va expliquer c'est quoi la garantie légale de qualité. Okay? La garantie légale de qualité, c'est que si jamais, dans le fond, quand tu vends avec garantie légale, c'est que tu garantis que ta propriété est exempte de vices, ok, que tu n'as pas déclaré déjà au préalable. Okay? Fait que si jamais tu sais qu'il y a un vice, par exemple ta toiture coule, puis que tu le déclares, ben t'es correct. Okay? Mais si jamais il y a de la moisissure dans ton entretoit, que tu le sais pas, que l'autre il fait inspecter, par exemple l'inspecteur il le voit pas, qu'il achète la propriété, puis qu'après ça, lui il va dans l'entretoit puis il voit de la moisissure qui était là quand il a acheté la propriété, ben il peut revenir contre toi en recours contre vice caché. Okay? Donc si tu enlèves la garantie légale, tu peux pas faire revenir contre toi en recours contre vice caché. OK? Donc là, tu te dis en tant que vendeur, ben je vais l'enlever la garantie légale, j'ai pas envie d'avoir un problème, tu sais, de me faire poursuivre pour vice caché. Ben à ce moment-là, quand tu vends sans garantie légale de qualité, la moyenne, OK, ça c'est les statistiques qu'on a avec Remax Québec et Centris, OK, tu vends généralement 7% moins cher que les autres. OK? Donc, si ta propriété était, par exemple, affichée à 100 000, juste pour un chiffre facile, tu vends 7% de moins, OK? Fait que tu vends 93 000 au lieu de 100 000. Puis là, ben, ça scale plus que ça scale plus que ta propriété est chère, OK? Tu comprends? Fait que 7% sur 500 000, c'est relativement beaucoup, OK? C'est 35 000, OK? Fait que si jamais tu veux vendre puis tu veux pas avoir de problème de vice caché, ben à ce moment-là, si tu fais affaire avec un courtier Remax, c'est là qu'on vient parler de intégrité, OK? C'est la solution au vice caché. Le programme intégrité de Remax, c'est quoi? C'est essentiellement, je te dis, parfait, tu veux vendre sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur, mais tu veux pas manquer 7% de la valeur de ta maison. Prends le service intégrité. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une inspection pré-vente de ta propriété. Donc, on va faire venir un inspecteur avant que tu mettes ta propriété en vente. On va voir c'est quoi toutes les vices. Et puis, ensuite de ça, on va te soumettre au programme intégrité. OK? Essentiellement, c'est quoi? C'est que tu as une protection qui va jusqu'à 40 000 contre un vice caché. Donc, si jamais, par exemple, l'acheteur, il achète ta propriété, ben, puis qu'il trouve un vice caché, ben t'as jusqu'à 40 000 qui est couvert. OK? Le premier 5 000, c'est à vos frais, et puis le 35 000, il est supplémentaire par intégrité. Si je me souviens bien, là, mais tenez-moi pas là-dessus. Ensuite de ça, le programme intégrité, ça coûte quoi? Ça coûte 750 $. Notre équipe à nous, OK? On le paye. On paye le programme intégrité pour vous. On paye l'inspecteur en bâtiment, qui coûte aussi un 750 à 900, 800 $. OK? On paye tout, nous autres, OK, dans notre équipe. Fait que le programme intégrité, tu peux
tu peux vendre sans avoir de problème de vis caché, ok? Donc, fait que t'es correct pour ça. C'est quoi, excusez-moi, me replacer. C'est quoi l'autre avantage de vendre avec le programme Intégrité? C'est que si tu vends avec ce programme-là, essentiellement, tu dois faire une inspection pré-vente. Puis l'inspection pré-vente, l'inspecteur, il vient, il fait un résumé de ta propriété. En fait, c'est quoi l'état de ta propriété. Puis ce document-là, tu vas le donner à tous les acheteurs. Pourquoi? Parce que la personne qui visite ta propriété en tant qu'acheteur, ok, puis qui voit l'inspection pré-vente, il ne peut pas se retirer pour tous les problèmes qui sont inscrits dans le rapport. À quoi est-ce que ça t'aide, ça? Ben, si par exemple l'acheteur il visite la propriété, puis dans le rapport, il voit que la toiture coule à un certain endroit, puis qu'il achète ta propriété, il peut pas revenir dans le futur en disant « Hey, la toiture coule! » C'est pas un vice caché, c'est un vice qui était déclaré, puis tu as acheté la propriété en connaissance de cause, en sachant que dans le rapport, il était mentionné que la toiture coule. OK? Donc, tu as moins de chances que tu aies un acheteur qui se retire à la suite à la suite de l'achat quand que tu as le programme Intégrité avec toi. OK? Donc, protection contre les vices cachés. Tu peux vendre ta propriété à 100% du prix au lieu de perdre 7% parce que quand tu vends sans garantie légale, tu perds environ 7%. Puis, en plus de ça, tu as moins de chances que l'acheteur se retire par la suite ou qu'il découvre des vices cachés parce que tu as déjà un inspecteur qui est venu faire l'inspection pré-vente. Good? Fait que, une bonne chose, Intégrité. On était dans quel point encore? Donc, vendre sans garantie légale. Donc, c'est ça la solution Remax, c'est le programme Intégrité. Et bon, il y a des cas dans lesquels enlever la garantie légale, ça vaut la peine. Ok, je te donne un exemple. Si jamais tu as hérité de la propriété, ok, vends sans garantie légale de qualité. Pourquoi? Parce que tu as hérité de la propriété, c'est une succession, peut-être que tu l'as pas habité, tu connais moins bien la propriété, tu veux pas avoir de problème, on vend sans garantie. Si jamais la banque elle a une reprise de finances, elle va vendre sans garantie légale de qualité parce que la banque ne veut pas se faire poursuivre en vice caché, etc. Il y a plusieurs options pour lesquelles la garantie légale, l'enlever, ça vaut la peine. Par exemple, un retraité qui veut juste avoir la paix, il veut aller magasiner puis il veut avoir la paix, à ce moment-là, tu peux enlever la garantie légale puis comme ça, tu n'as pas de problème par la suite. Il y a beaucoup d'acheteurs, par contre, du côté de l'acheteur, moi, je l'ai vécu avec beaucoup de nos clients, c'est les gens, quand ils visitent une propriété puis que tu leur dis que c'est vendu sans garantie légale de qualité, la première chose qu'ils disent, c'est pourquoi? Pourquoi ils font ça? La raison, c'est ça dépend. Ça dépend de la mentalité du vendeur, OK? Fait que la première chose que les acheteurs se disent, c'est est-ce qu'il y a un problème avec cette propriété-là? Puis c'est ça qui affecte négativement le prix, parce que quand tu vends sans garantie légale de qualité, les gens, la première chose qu'ils se disent, il doit avoir un problème, je trouve ça louche. Je veux pas l'acheter. OK? Prends une petite gorgée. Jack Grant, tu me demandes, est-ce que je suis à Shawinigan? Non, je ne suis pas à Shawinigan. Je suis sur la rive sud de Montréal. Cependant, si jamais tu as un projet, je peux te référer à un bon professionnel. Ou si jamais la propriété a assez de valeur, je peux me déplacer. Mais généralement, je me déplace pas jusqu'à Shawinigan. Merci pour ta question. User, tu me demandes, pour quelle compagnie travailles-tu? Remax, juste ici. Francesca, tu me dis super intéressant comme information, ça me fait plaisir. Écoute, super gentil que tu écoutes le live, donc merci à toi. Donc, le point numéro 7, à quoi ça ressemble de vendre une propriété en 2023? Ça ressemble à quoi l'état du marché en ce moment pour les vendeurs? OK? Là, au risque de me faire taper sur la tête ou de me faire détester par tout le monde, OK? Le marché de 2023, je le trouve meilleur que le marché de 2022 pour un vendeur. OK? Là, tu vas me dire, en passant, Marie-Ève, j'ai vu ta question, je vais y répondre à la fin de la présentation, si ça te dérange pas. Good? Donc, on disait, OK, pourquoi est-ce que c'est mieux de vendre maintenant? OK? Là, en 2022, tu mettais ta maison en vente, tu obtenais 120 000 de plus que le prix demandé, puis tu la vendais de même. Là, tu te dis en 2023, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a moins d'acheteurs sur le marché, il y a plus d'offres, fait que c'est plus difficile de vendre une maison. Oui, mais pour ton projet par la suite, c'est beaucoup mieux, OK? Puis de faire les choses correctement, OK? De vendre ta propriété dans un délai raisonnable, de faire visiter des gens qui vont prendre le temps de visiter, qui vont prendre le temps d'acheter ta propriété de la bonne façon, OK? C'est juste un retour d'appareil pour quand toi, tu vas reacheter,
OK? Donc, c'est plus agréable pour tout le monde. Un marché qui est balancé, donc un marché où on a, mettons, un acheteur pour un vendeur, c'est beaucoup mieux qu'un marché où on a genre 200 000 acheteurs pour comme tu sais, deux propriétés. Vous comprenez un peu le principe, là? Donc, c'est plus agréable de magasiner puis de vendre dans un marché qui est balancé. Aussi, c'est stressant là, quand je te dis que il y a 90 personnes qui veulent visiter ta maison dans la fin de semaine. Que 90 personnes vont entrer chez vous pour visiter. Ben, c'est stressant pour un vendeur là, d'avoir 90 inconnus qui rentrent chez vous pour visiter. Puis là, c'est 90 inconnus, mais ils ont potentiellement un partenaire, des enfants. Puis là, ben ça fait beaucoup de monde dans ta propriété. Ça peut briser des choses. Tu as peut-être peur de te faire voler, etc. Donc, essentiellement, c'est mieux, selon moi, de vendre en 2023 parce que c'est plus balancé pour le projet achat-vente ensemble. OK? Oui, OK, t'auras pas 100 000, mettons 120 000 au-dessus du prix. Mais en 3 ans, OK, donc depuis le début de la pandémie, ta propriété a probablement pris, genre, dépendamment de ton secteur, là, 50% de la valeur. Fait que tu vendes pas 100 000 au-dessus, que ta maison ait pris, mettons, 35% de valeur au lieu de 50, là. On s'entend-tu que t'es gagnant quand même dans la vente. OK? Donc, selon moi, le marché de 2023 est meilleur à ce niveau-là. Donc, oui, il y a un ralentissement au niveau des ventes, mais c'est juste normal, OK? Et on retourne à un marché balancé, OK? Comme ça a toujours été dans le passé. Donc, selon moi, le marché de 2023 est meilleur que le marché de 2022, OK? Point numéro 8. Ah, c'est beau, Sam, tout ce que tu me dis, mais moi, je veux pas payer de commission. Je veux pas la payer, la commission. OK? Je veux pas payer pour un courtier, je suis capable de faire ça tout moi-même. Ben, parfait. Tu peux le faire. T'as raison. Tu peux le faire. Tu peux t'occuper de toute la vente. Tu connais probablement mieux ta maison que ce que moi, je vais connaître ta maison. Fine. Mais, écoute ce que je vais te dire. OK? Essentiellement, t'as pas envie de payer de commission. T'as envie d'avoir ton prix net dans les poches. OK? Donc, quand tu penses à vendre ta maison, tu te dis, ma maison vaut 400 000, je veux 400 000 net dans mes poches. Excellent. Ben, avec ton courtier, détermine combien sa commission elle est à lui, puis rajoute-le dans le prix inscrit. Puis ensuite de ça, si ton projet est réalisable, si le prix, par exemple, si la propriété peut se vendre 430 000 puis que ça couvre les frais de commission de ton courtier, ben vends avec un courtier parce que tu vas avoir, de un, plus de visibilité sur le marché. OK? Donc, tu vas vendre ta maison généralement plus cher avec un courtier que si tu la vends seul. Tu vas la vendre plus vite. Tu es protégé par la loi sur le courtage immobilier. OK? Donc, ça aussi, c'est une autre bonne chose pour toi. Puis ensuite de ça, ben, tu fais moins d'efforts pour vendre ta maison parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il s'occupe de vendre ta maison. Fait que tu veux pas payer c'est pas que tu veux pas payer de commission, c'est que tu veux avoir ton prix net dans tes poches. Donc, dis-moi c'est quoi ton prix net. Je vais calculer c'est combien ma commission. On va le rajouter par-dessus à la vente. OK? Ma commission ma commission plus taxe moins donc le prix de vente moins ma commission plus taxe va donner ton prix net puis tu vas avoir ton prix net. OK? Donc, on s'entend comme ça. Donc, jamais tu veux pas utiliser le service d'un courtier, absolument, parce que tu trosses pas les courtiers, ben ça, c'est ton choix amplement. Puis si tu vas avoir moins que 20% de la visibilité du marché, que ça prenne plus de temps, puis que tu aies potentiellement des problèmes dans tes transactions, ben t'as le choix de le faire. OK? Mais moi, personnellement, c'est sûr que je te conseille d'utiliser le service d'un courtier. Je te conseille pas nécessairement d'utiliser mes services. OK? Puis là, en passant, on va clarifier une chose aussi, là. Je dis pas que je suis le bon courtier pour tout le monde. OK? Mettre du baume à lèvres, oui, je suis dû pour mettre du baume à lèvres. Désolé, quand on fait un live, quand on parle 1h15 devant une caméra, qu'on est stressé, ben ça fait en sorte qu'on ait les lèvres sèches. Désolé. Mais voilà. Donc, je suis pas le courtier parfait pour tout le monde. OK? Je peux pas vendre toutes les propriétés du monde. OK? Moi, je suis jeune, j'ai 26 ans. OK? Je m'entends mieux avec des vendeurs qui sont plus jeunes. 40 ans et moins, généralement. J'entends très bien avec ces gens-là. Les gens qui ont plus que 40 ans, généralement, je m'entends moins bien. Puis c'est normal. Puis ces gens-là, ils veulent s'entendre avec des courtiers qui sont plus vieux puis qui travaillent d'une façon différente de la mienne. Puis c'est normal. Je peux pas être le courtier qui représente tout le monde. OK? Donc, quand tu magasines un courtier, c'est normal que même pour moi, c'est normal que c'est pas tout le monde qui me choisisse. OK? Puis même que je te conseille de rencontrer plusieurs courtiers. OK? Parce que c'est une personne sur deux qui prennent le premier courtier qu'ils rencontrent, qui magasinent même pas leur courtier. Ben, tu sais, je veux dire, tu magasines ton char, tu magasines ta maison, tu magasines ton prêt hypothécaire, ben, il faut que tu magasines ton courtier aussi. Fait que c'est pas parce que moi, tu me trouves sympathique, mettons, sur les réseaux sociaux, que tu es obligé de prendre mes services. Tu peux utiliser les services d'un autre courtier. Si tu veux utiliser mes services, ça me fait plaisir.
Mais je suis pas le bon courtier pour tout le monde. Essentiellement, je suis un gars qui est plus jeune, je suis un gars qui va être plus sur les réseaux sociaux, qui va être plus web, qui va faire signer les documents électroniquement. Il y a des gens qui veulent plus du papier, plus du concret, tu sais. Fait que généralement, je suis pas le courtier pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tu es malaisé avec les plus de 45 ans? Je suis pas malaisé, Marie, c'est une bonne question. C'est juste que généralement, tu sais, je suis plus jeune, fait que je m'entends relativement avec les plus jeunes. C'est juste la moyenne. Mais je travaille quand même relativement là, avec des gens qui sont à la retraite ou j'ai travaillé beaucoup avec des gens de 55 ans, 60 ans. C'est juste que j'en ai moins ou je les attire moins parce que je suis plus jeune, fait que c'est peut-être moins dans leur envie de travailler avec moi. Peut-être qu'ils se disent que parce que je suis jeune, j'ai pas assez d'expérience pour eux, mais j'ai quand même les résultats pour backer mon professionnalisme. Là, fait que moi, j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, voilà. Tu es dans quelle région? La Rive-Sud de Montréal. Donc, tout ce qui est Rive-Sud, Montréal et Rive-Nord, je me rends relativement assez facilement. Et l'Estrie aussi. Donc, point numéro 9. Je prends une petite gorgée. Qui m'amène à mon point numéro 9, ok? C'est demande les résultats du courtier et non combien il charge. Pourquoi? Pourquoi tu penses? Parce que, essentiellement, si tu demandes au courtier combien tu charges, tu le réduis seulement à son pouvoir d'afficher la propriété sur Centris. Essentiellement, c'est comme si tu disais tous les courtiers sont pareils, fait que moi, je veux juste le moins cher. La réalité, c'est que tous les courtiers sont pas pareils, puis tous les courtiers ne travaillent pas de la même façon, puis tous les courtiers ne rapportent pas les mêmes profits aux clients. Si je te dis que moi, ma moyenne, c'est que je te rapporte 10% de plus que les autres courtiers, puis je peux le prouver par mes statistiques de vente, puis que je te charge 1% de plus à cause de ça, tu te ramasses quand même avec un 9% de plus dans tes poches. OK? Fait que arrêtez de demander combien tu charges. Demande c'est quoi que tu m'apportes. OK? Fait que si le courtier il te charge 2% de plus, mais il te rapporte 15% de plus, ou il te rapporte 10% de plus, ou 5% de plus que l'autre qu'il y a les statistiques de moyenne, puis que il charge le plus bas prix, t'es pas gagnant à la fin. Vous comprenez? C'est juste une mathématique. OK? Donc, quand tu rencontres un courtier, demande pas combien tu charges, m'en dis c'est quoi tes statistiques de vente. OK? À quoi est-ce que je peux m'attendre? C'est quoi les résultats que tu as deliver dans le passé? Donc, ça, c'est ultra important. C'est quelque chose que les gens, ils prennent pas le temps de faire. OK? Donc, demande pas combien ils chargent, demande c'est quoi les résultats. Alright? Et ça termine la présentation. Donc, on est rendu au point 10, qui est la période de questions-réponses. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions présentement, vous pouvez les écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir. Je vais prendre le temps de répondre. J'avais une question de Marie-Ève tantôt à propos de tranquillité. Je vais juste regarder dans le chat. La question de Marie-Ève. Y a-t-il un moyen de prolonger l'assurance tranquillité? Pour ceux qui ne savent pas, l'assurance tranquillité, c'est quoi? Je vais juste expliquer rapidement à Marie-Ève. Donc, très bonne question. Tranquillité, c'est une protection en cas de désistement d'un acheteur, OK? Donc, premièrement, c'est une protection sur plusieurs points, OK? Donc, on a le délai et le désistement d'un acheteur. Donc, tu vends ta propriété, tu veux pas que l'acheteur tu vas être protégé si jamais l'acheteur se désiste, ça va couvrir tous tes frais, OK? Si jamais l'acheteur décède aussi, il t'a fait une offre, mais il décède entre le temps où l'offre est acceptée puis le notaire arrive. Donc, tu vas te protéger avec tranquillité aussi. Tu as un service de téléphonique d'assistance juridique. Donc, si jamais tu as des problèmes, tu peux gratuitement appeler des gens qui vont pouvoir t'aider avec tes démarches juridiques. Puis, tu as un encadrement aux petites créances si jamais tu as besoin. OK, donc l'assurance tranquillité, ça dure... ça dure. C'est une bonne question. Écoute, Marie-Ève, pour ta question, je vais m'informer. Ça fait pas longtemps que je suis chez Remax. J'ai eu la formation tranquillité il y a environ un mois avant les fêtes. Et pour la durée, je vais te revenir avec ça. Donc, si jamais tu veux m'écrire dans les DM, je vais pouvoir répondre à ta question là-dessus. Mais pour prolonger l'assurance, je sais pas si c'est possible de prolonger l'assurance, mais je pense que oui, mais ça serait à voir. OK? Dave, moi j'ai sauvé 30 000 avec le mien, pas déçu sur 10 ans. 30 000 de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Dave? Je comprends pas ta question. Donc, voilà. J'avais-tu d'autres questions? Es-tu à Shawinigan? Non, c'est pas intéressant. Est-il le moyen? Speak English, malheureusement, pas cette présentation-là. Je pense qu'on a pas d'autres questions. Peux-tu vendre ta maison seulement si tu en trouves un autre? Je pense que ta question, Oscar, c'est
Est-ce que, dans le fond, tu peux mettre ta maison en vente seulement si tu achètes une maison? Ben, en fait, oui, justement, tu vas magasiner ta maison en premier. Donc, tu vas acheter une propriété, continuer à la vente. Puis là, ben, tu vas vendre ta maison par la suite, OK? Donc, tu fais ton offre, il accepte ton offre, tu vends ta maison, puis là, les fonds de ta vente vont pouvoir t'aider pour acheter ta nouvelle propriété. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on veut le faire. Gros monologue, il faut quand même écouter les gens. En parenthèse, client potentiel dans les commentaires. J'écoute les gens. La façon dont moi je fonctionne pour mon live, Monsieur Furieux, c'est de répondre à la fin, comme présentement. Donc, si jamais tu as des questions, tu peux le demander. T'es surtout un gros fan de faire du profit. Aussi, non, tu ferais pas cette job. Ben, dans le fond, Oscar, si tu m'accuses de vouloir faire des profits, ben oui, je suis une entreprise, donc j'espère que ça gêne pas personne en ce moment que je gagne des sous à travers la vente de propriété. Je suis bon dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, je suis payé pour ce que je fais. Les gens qui font affaire avec moi font plus d'argent et sont satisfaits. Donc oui, je suis satisfait quand mes clients font des profits, quand je fais des profits et quand tout le monde est content dans une transaction. Donc je serais pas gêné de dire ça. 400 000 net moins le restant d'hypothèque qui te reste. Oui, bien évidemment. Donc je vois pas d'autres questions. On revient dans le chat. J'ai une question de Maryse. Si on vend notre maison et qu'on veut acheter dans une autre région, est-ce que tu aides aussi à trouver? Ben, dépendamment de ta région, là, Maryse, si jamais tu veux vendre, par exemple, sur la rive sud de Montréal, puis que tu veux t'acheter une maison à Gaspésie, ben, je peux t'aider pour l'achat, mais c'est sûr que je t'accompagnerai peut-être pas pour les visites. Parce que faire 10 heures de route pour aller visiter une maison à Gaspésie, tu comprends, ça me tente peut-être pas. Mais si jamais tu veux visiter en Estrie, dans les Laurentides, par exemple, acheter un chalet dans l'Anaudière, dépendamment de c'est où, oui, je peux t'aider. Tu sais, on reste dans la limite du raisonnable où ce que je peux t'aider à t'acheter une propriété, ok? Je peux t'aider à remplir les documents. Sinon, je peux aussi prendre, par exemple, le listing ou le listing, je peux t'aider dans ton projet avec un autre courtier. Donc, je vais prendre un courtier de la région qui va aller visiter avec toi. Ok, par exemple, justement, tu veux acheter en Gaspésie. Je vais appeler un bureau de Remax Québec en Gaspésie. Je vais demander à un courtier s'il est prêt à travailler en équipe avec moi. Lui, il va être là sur les visites pour visiter avec toi. Puis ensemble, on va rédiger les promesses d'achat puis on va te conseiller pour l'achat de la propriété ensemble. Donc, on peut effectivement travailler en équipe avec d'autres courtiers. Donc oui, on peut t'aider. Poutine extra fromage. J'ai acheté une maison à rénover en 2022. Super! Ben écoute, je te souhaite que toutes tes rénovations aillent bien puis que en fait tu sois capable de t'acheter, de rénover ta propriété. Donc je te souhaite de bien rénover ça, de faire ça dans les règles de l'art surtout, parce que quand tu revends, si les rénovations sont pas bien faites, voilà, c'est important. Jack demande, Jackie Rikou, tu demandes comment est-ce que tu es devenu courtier? Bonne question. J'ai toujours en fait, dans le passé, je savais pas quoi faire de ma vie, essentiellement. J'étais intéressé par les chiffres, les mathématiques. J'ai toujours été un gars qui aime parler au monde, les relations clients. Je savais pas quoi faire de ma vie. Puis, je regardais pour investir en immobilier. Puis, un soir, comme ça, j'écris, j'étais au cégep à l'époque. Puis, au cégep, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Fait que puis j'étais le domaine dans lequel j'étais au cégep qui était sciences humaines, profil individu, j'aimais pas ça puis je me cherchais. Fait que j'ai écrit AEC. Juste AEC dans Google. Puis le premier AEC qui est sorti, c'est AEC en courtage immobilier. Puis je savais qu'avec mon intérêt en immobilier, mon intérêt en investissement, les relations clients, tout le kit, puis la vente, j'étais comme j'ai envie, je crois, de faire ça. Fait que j'allais m'informer sur le métier. Et puis, depuis ce temps-là, c'est une histoire d'amour avec mon métier. Donc, c'est comme ça que je suis devenu courtier. Si tu veux en savoir plus, tu peux aussi m'écrire dans les DM. Je vais pouvoir répondre à d'autres questions si jamais tu as d'autres questions là-dessus. Conseil avant d'acheter une maison. Oui, en fait, j'ai fait un live là-dessus la semaine passée, vendredi passé. Sinon, sur ma chaîne TikTok, sur laquelle tu es en ce moment, j'ai plusieurs conseils pour acheter une maison. Mon meilleur conseil, c'est d'avoir un bon courtier hypothécaire avec qui tu peux magasiner des taux d'intérêt. C'est d'avoir un bon inspecteur en bâtiment avec qui tu vas pouvoir faire une inspection, donc un inspecteur professionnel. C'est aussi de t'accompagner d'un excellent courtier qui va pouvoir te permettre d'économiser de l'argent, de trouver une maison plus rapidement, puis de bien t'accompagner, puis de comprendre les documents, parce que c'est ultra important quand tu achètes une propriété, de comprendre ce que tu achètes,
de savoir si ça vaut le prix. Puis c'est ça essentiellement d'avoir quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Donc de bien t'entourer, je pense que ça serait mon premier conseil avant d'acheter une maison. Aussi d'économiser le plus de mise de fonds possible pour que tes paiements hypothécaires soient le moins chers possible. Bon, il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi, qui vont dire oh, non, prends ton argent puis investis-le dans autre chose, puis mets le moins de mise de fonds. On a chacun nos stratégies. Moi, je conseille monsieur, madame, tout le monde et non des investisseurs. Généralement, là, fait que ce conseil-là va pour les gens qui sont monsieur, madame, tout le monde. Ça fait plaisir, Maryse, pour ta question, en fait. Désolé que je puisse pas répondre pour l'instant pour tranquillité. Je crois que tu peux extend la garantie, mais je pourrais pas te dire pour ça. Good. Donc, je vais vous laisser peut-être 1-2 minutes poser des questions encore si jamais vous avez des questions et sinon, on va arrêter le live. Est-ce qu'on peut savoir combien tu gagnes par année? Je te dirai pas le chiffre exactement. Je peux te dire que ça fait 3 ans que je suis courtier. Ma première année, j'ai commencé directement dans la pandémie, donc pendant la pandémie. Et essentiellement, je crois avoir vendu peut-être ma première année 6 propriétés. Fait que je dois avoir fait aux alentours de, je pense, 56 000 la première année. La deuxième année, ça a très bien été. J'ai fait dans les 6 chiffres. Et là, je suis dans ma 3e année. Ben, j'ai terminé ma 3e année, excuse-moi. Ben, j'entends ma 3e année, mais en tout cas, bref, ça fait 2,5-ish, là. Fait que, et je peux te dire que l'année passée, je suis dans les 6 chiffres. Donc, voilà, je réussis bien dans mon domaine. Donc, je te dirai pas le montant pile, Jack, mais voilà, je gagne bien ma vie. Prendre une petite gorgée d'eau. En passant, ça, c'est une des choses que je suis en tant que courtier, là. Je suis intègre et je suis honnête. Ok, moi, ça me dérange pas de parler de chiffres, ça me dérange pas de parler d'argent, ça me dérange pas de vous dire la réalité. Je te dirai pas mon salaire pile, mais je vais te le dire qu'il est dans les 6 chiffres. Ok, puis ça va me faire plaisir. Vanessa, est-ce que c'est le temps en 2023 d'acheter un chalet où le marché risque de baisser? On va avoir une petite correction en théorie, Vanessa, en début d'année. Une petite correction sur les prix. Parce que là, comme le début d'année, puis en fait le printemps, c'est le temps où on a le plus de propriétés sur le marché. Donc, on va avoir une plus grande offre. Et on a de moins en moins d'acheteurs parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, en théorie, il va y avoir plus d'options sur le marché, ce qui va faire driver peut-être les prix un peu à la légère. Est-ce que c'est le temps d'acheter en 2023? Je pense que oui, parce que contrairement à il y a un an, tu as le temps de bien faire les choses et tu as le temps de réaliser ton projet dans des délais raisonnables. OK? Ça veut dire que tu as le temps de faire une inspection, tu as le temps de poser des questions, tu as le temps de regarder si la propriété vaut le prix, de négocier, etc. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine d'acheter en 2023. Et puis, on sait déjà que les taux d'intérêt vont commencer à baisser en théorie dans un an. Donc, à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. Donc, si tu achètes maintenant, tu peux comme prendre moi je l'appelle comme prends le punch maintenant du taux d'intérêt qui est élevé, mais tu vas pouvoir renégocier ton taux d'intérêt dans un an si tu fais ça correctement avec ton courtier hypothécaire ou dans 2 ans. Puis à ce moment-là, tu vas payer moins cher ton taux d'intérêt. Puis essentiellement, tu vas avoir été capable de t'acheter une propriété, puis l'avoir négocié, puis l'avoir acheté correctement. Parce que quand les taux vont redescendre, on va avoir un autre paquet d'acheteurs sur le marché, puis ça va recommencer à augmenter rapidement. Peut-être pas aussi rapidement que pendant la pandémie, mais bref. Furieux, pas le choix de faire 6 chiffres avec toutes les dépenses au métier. Effectivement, on a beaucoup de dépenses. Là, je te dirais que moi, personnellement, j'en ai pour 30 à 40 000 par année de dépenses. Donc, net, ben pas net, là, mais il me reste peut-être après une année de 100 000, mettons, là, tu te fais 30-40 000 de dépenses, il te reste 60 000, t'es imposé là-dessus, t'en restes pas gros. Tu sais, fait que les gens ils disent ouais, tu fais 100 000, tu fais du cash, tout est riche, mais rappelez-vous qu'on a des dépenses puis qu'on fait, tu sais, il faut qu'on puisse faire de l'argent si on veut être capable de survivre parce qu'on a beaucoup de dépenses, tu sais. C'est moi qui prends toutes les dépenses pour les photos, pour le marketing, pour, tu sais, les vidéos que je fais sur TikTok là, ça vous donne une petite idée là pour 6 mois. Moi j'ai engagé une compagnie de production là, ça nous coûte plusieurs milliers de dollars, là, plus que 10 000 pour te donner une idée, ok. Fait qu'on a beaucoup de dépenses en tant que courtier puis les agences ils prennent une partie des profits. Fait que c'est la réalité, il faut faire un gros salaire si on veut être capable de survivre en immobilier. Et puis en même temps, ben on est une entreprise. Puis une entreprise, ben il n'y a pas de cap salarial. Donc si je réussis bien, je vois pas pourquoi on m'empêcherait de faire un gros salaire. Jaden, j'entends plusieurs préjugés disant que la job d'un courtier est plate et tu travailles 7 jours sur 7.
Écoute, Jaden, moi, je suis passionné pour mon métier et j'adore ce que je fais, OK? Il y a des courtiers qui sont là pour les mauvaises raisons, OK? Puis tu le vois tout de suite, c'est pour ça qu'il y a 87% des courtiers qui lâchent, OK? Parce que la plupart du monde, ils voient le métier de courtier immobilier comme si c'était la grosse job de rêve, là. Hey, t'arrives en Mercedes, puis là, tu négocies des chiffres au téléphone, là, t'es genre comme, hey yo, ouais, là, je négocie la propriété 50 000 de moins, puis là, t'es un baller, pis t'arrives en Ferrari, pis t'es cool, puis le métier de courtier, c'est pas ça, ok? C'est de prendre le temps de bien faire les choses. On regarde la documentation sur les propriétés. On s'informe sur l'état de la propriété. Tu sais, pour le courtier, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas le gros luxe de genre, on est tout le temps au restaurant avec des gros clients pis tout le kit. Ça l'arrive, oui, là, ok? Ça fait partie du métier, mais c'est pas ça à 100%. Puis la réalité, c'est que oui, tu travailles 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que quand tu reçois un appel, vendredi soir, de quelqu'un qui veut s'acheter une maison, ben il faut que tu puisses prendre le téléphone parce que si tu réponds pas au téléphone, ben tu donnes un mauvais service, OK? Fait qu'essentiellement, tu travailles tout le temps. OK? Puis une des courtières une courtière amie avec qui je travaille, ben pas avec qui je travaille mais bref, une courtière une collègue du domaine, essentiellement, elle travaille tous les soirs, tous les fins de semaine, puis elle a une job le jour standard tu sais comme monsieur madame tout le monde pour pouvoir arriver, pour être capable de réussir. Moi, en tant que courtier, mes semaines, ça ressemble à je travaille tout le temps. Tu sais, je suis jamais en congé, mais je suis jamais en train de travailler non plus. Tu sais, si je veux partir, par exemple, faire mon épicerie à 3 heures l'après-midi, un lundi, je peux le faire. Il y a rien qui m'empêche de le faire. Mais si je travaille pas, j'ai pas d'argent puis j'ai pas de clients, OK? Fait que oui, le métier, il est pas comme ce qu'on pense qu'il l'est, mais le métier de courtier est quand même, pour moi, le métier de rêve, personnellement. Maryse, attends une minute, ça a skippé un peu. Maryse, quel est le meilleur moment pour vendre et acheter une maison cette année? Printemps, été, etc. Maryse, ça dépend du contexte du marché. Ok, donc si le marché est un marché de croissance, c'était mieux d'acheter et de vendre le plus rapidement possible parce que tu veux vendre maintenant puis tu veux acheter quand les prix ils croient le moins possible parce que les prix des propriétés en ce moment ils croient plus vite que ce que ton salaire peut croître en même temps. Donc, en théorie, tu vas acheter le plus rapidement possible pour payer ta propriété le moins cher possible selon la croissance. Okay? Dans un marché en décroissance, tu veux pouvoir attendre le plus longtemps possible avant d'acheter la propriété. Okay? Donc, si jamais le marché est en décroissance, les propriétés ils deviennent de moins en moins chères, ben tu vas attendre qu'ils hit le fond du baril pour pouvoir acheter. Ça c'est la réponse, mettons, mathématique. La vraie réponse, c'est le printemps. C'est le temps qui s'en vient là, en fait. C'est le 6 mois de janvier à juillet. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de propriétés à vendre sur le marché. Cependant, si jamais tu as un gros budget, tu veux acheter après juillet. Pourquoi? Parce que les premiers acheteurs, ils achètent tout dans les premiers mois de l'année. Fait que là, ils achètent des maisons pour des premiers acheteurs. Là, les maisons pour les premiers acheteurs, les gens qui les vendent, ils vont acheter des maisons de deuxième acheteurs. Tu comprends? Des maisons un petit peu plus grosses. Fait que là, le marché pour les maisons un petit peu plus grosses, il commence à avoir plus de propriétés à acheter à partir d'après juillet. Et puis là, à partir de là, ceux qui achètent une deuxième maison, ceux qui vendent mettons les maisons un petit peu plus grosses, eux autres ils vont peut-être aller dans du luxe. Fait que tu comprends? Fait on décale un petit peu plus. Tu sais, les premiers acheteurs, ils achètent les premières maisons, donc les maisons les moins chères. Donc il y a plus de maisons moins chères sur le marché au début. Ensuite de ça, il va y avoir plus de maisons un petit peu plus luxueuses. Puis plus l'année roule, plus les maisons les plus chères, en théorie, selon la théorie, devraient se vendre. Donc il devrait en avoir plus sur le marché. Moi, personnellement, les clients, ils ont tout le temps le mot pour dire c'est jamais le bon temps d'acheter, c'est jamais le bon temps de vendre. L'année passée, c'est pas le temps d'acheter, là. Hein? Il y a la surenchère, ça coûte 120 000 de plus. On met les taux d'intérêt à 1,7. Là, cette année, les taux d'intérêt sont à 6,24. C'est pas le temps d'acheter, les taux d'intérêt sont à 6,24. Oui, mais t'as le temps de négocier ta maison, de l'acheter genre 40 000 moins cher. OK? Fait que c'est jamais le bon temps d'acheter, c'est jamais le bon temps de vendre. En fait, c'est l'inverse. C'est tout le temps le bon temps d'acheter, c'est tout le temps le bon temps de vendre. OK? Donc, si ton projet est à réaliser maintenant, il est à réaliser maintenant. Jack Kirikou, est-ce que si tu deviens courtier, tu peux plus facilement investir dans l'immobilier? Oui, cependant, faut faire attention. Le courtage, le permis d'un courtier immobilier ne peut pas, tu peux pas garder ton permis de courtier immobilier si tu fais la majorité de ton revenu annuel en tant qu'investisseur. Parce que là, c'est comme si tu prenais avantage des outils qu'un courtier a accès
pour te donner un avantage en tant qu'investisseur. Donc, tu n'as pas le droit, selon la loi, selon la théorie, selon l'éthique, d'être plus investisseur que courtier. Tu comprends? D'avoir un meilleur salaire. En tout cas, c'était le cas quand moi je faisais mes cours, c'est ça qu'on a appris. La réalité, est-ce qu'il y a des courtiers qui sont des gros investisseurs immobiliers puis qui font plein d'argent comme ça? Oui, ça l'arrive toujours. Puis en tant que courtier, ben tu vas rencontrer du monde qui veulent vendre, puis il y a des courtiers qui sont éthiquement pas corrects, qui vont décider de prendre avantage de leurs clients puis de dire moi je vais te l'acheter pour tel prix. Puis là le client il sait pas que ça vaut plus cher, puis là en tout cas, c'est arrivé des choses comme ça dans les articles de nouvelles, vous pouvez le voir. Moi personnellement, je suis un courtier qui est éthiquement gentil, en tout cas selon ce que moi je me considère. Donc je considère que je suis honnête et intègre. Raphaël Gagnon, moi je regrette de pas avoir fait le move de vendre et d'acheter plus tôt, d'acheter plus gros l'an passé à 1% d'intérêt. Tu veux dire pour le taux d'intérêt? Je comprends, Raphaël. Par exemple, tu aurais probablement payé la maison genre 120 000 au-dessus. Fait que tu payes la maison 100 000 au-dessus ou que maintenant tu payes genre, mettons, 60, pas 60, mais mettons 15, 25 000 en dessous à 6,24. Le paiement hypothécaire, il se ressemble, OK? Puis anyway, si tu l'achètes maintenant, tu vas avoir il y a plus de maisons sur le marché. Fait que c'est meilleur pour toi parce que tu as plus de possibilités, tu as plus de choix. Puis ensuite de ça, tu sais déjà que les taux, en théorie, risquent de descendre vers 2024, OK? Donc, à la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Donc, tu peux faire le move. Il n'y a jamais un bon temps, il n'y a jamais un mauvais temps pour faire les choses. Il faut juste, quand tu es prêt à faire ton move, fais ton move. Vanessa, merci de ta réponse, ça fait plaisir. User 8 dit free Andrew Tate. C'est drôle. Merci de ton commentaire qui me fait rire. Avec la mort me demande ta région. Je travaille présentement sur la Montérégie, donc la rive sud de Montréal. Je vais aussi à Montréal, bien évidemment. Des fois, je vais sur la rive nord, des fois la Naudière, Laurentide, très rarement, mais ça arrive. Et des fois en Estrie. Donc, je vends tout ce qui est résidentiel, maison, condo, plex, terrain. Voilà. Toctic nous dit t'as dû faire un gros coup d'argent ces derniers mois. Gros coup d'argent, je vais le voir un peu péjoratif. J'ai travaillé fort pour apporter des bons résultats à mes clients et ça l'a payé, bien évidemment. Et puis, on se cachera pas que la hausse des valeurs d'immobilier ont fait en sorte que mon salaire a aussi augmenté. Mais regarde, je suis pas une moins bonne personne parce que je gagne plus d'argent ou parce que ça a donné que le marché était en ma faveur au niveau de mon salaire. Donc oui, j'ai fait plus d'argent, mais je considère que j'ai le droit parce que je travaille fort et c'est le hasard. Tu sais, si j'avais été dans un autre domaine qui était en décroissance, des fois c'est la chance. Jaden, faut-il vraiment être un amoureux des mathématiques pour aimer devenir courtier? Non, t'as pas besoin. Tu peux être... En fait, il faut que tu sois... J'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus en passant sur la chaîne. Pour devenir courtier, essentiellement, selon moi, ça te prend 3 choses, OK, qui sont essentielles au travail. Premièrement, il faut que tu sois consistant dans ce que tu fais. OK, donc tous les matins, tu vas te lever, tu vas prendre le téléphone, tu vas faire tes appels. Puis faut pas que tu lâches après 2 semaines, OK? Parce que ça paye après environ 90 jours, OK? Donc faire ta prospection, aller chercher des clients. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de consistant dans ce que tu fais dans ton travail, OK? Puis il faut aussi que tu te lèves tous les jours parce que ça payera pas le 2e jour que tu as commencé à être courtier. Ça va payer après un certain temps, OK? Donc la consistance. La 2e chose, OK, il faut que tu ailles le bon why, la bonne motivation, le bon pourquoi est-ce que tu fais les choses. Donc, si tu te dis, moi, je fais ça pour l'argent, c'est pas une bonne motivation, c'est pas un bon feu pour t'apporter plus loin dans la vie, OK? Faire les choses pour l'argent, c'est jamais la bonne motivation. Faire les choses pour te dépasser, peut-être que tu as des expériences t'as eu des expériences dans le passé qui font en sorte que tu as envie de réaliser des choses par toi-même, que tu veux te démarquer d'une certaine façon, faut que tu aies le bon why, le bon pourquoi tu fais les choses. Je te donne un exemple. Moi, personnellement, quand je travaillais au salaire minimum, on m'a dit que j'étais incompétent puis que j'étais même pas capable, que je serais incapable de faire des choses dans la vie, dans le futur, OK? Et puis ça m'a donné toute ma motivation pour être capable de réussir de grandes choses dans la vie puis avoir des grandes ambitions. Puis aujourd'hui, tu vois, je fais un plus gros salaire que ces gens-là. Puis essentiellement, je suis capable de bien travailler, puis de bien représenter les gens, puis de me dépasser dans mon travail, puis faire quelque chose que j'aime. Puis je suis capable d'atteindre des choses. J'ai vendu pour plusieurs millions en valeur immobilière dans les dernières années. Fait que les gens qui ont dit que j'étais pas capable de réaliser des choses,
qui mange ce que tu penses. Donc t'as pas besoin. Ah oui, puis la troisième chose, c'était service client en passant. Fait que faut aimer donner un bon service client puis aider les gens. Chantal, meilleur moment pour acheter une propriété à revenu et devenir occupant. Chantal, essentiellement, comme j'ai dit tantôt un peu, là, je te rencontre ça rapidement, là. Essentiellement, si tu as un marché qui est en croissance, donc si la valeur des propriétés augmente, tu vas acheter ta propriété le plus rapidement possible parce que tu veux la payer le moins cher possible, right? Donc, tu veux pas la payer à la fin de l'année parce que du début à la fin de l'année, il y a une croissance sur les valeurs. Donc, tu payes plus cher à la fin de l'année qu'au début de l'année. Okay? Donc, essentiellement, tu veux acheter le plus rapidement possible. Dans le cas inverse, si le marché est en décroissance, parce que les propriétés perdent de la valeur, mais tu veux l'acheter le plus tard possible. Okay? Fait que tu veux essayer de trouver le bon X, le bon moment pour acheter. Ça, c'est la théorie. Okay? Mais la réalité, pour ce qui est des propriétés à revenus, c'est achète quand que tu trouves la bonne opportunité. Okay? Surtout pour les propriétés à revenus, là. Tu vois, par exemple, un triplex, okay? Propriétaire occupant est disponible, c'est à rénover, puis tu as un loyer en haut qui est à rénover, qui est libre aussi, puis que le prix fait du sens, achète tout de suite. Deviens propriétaire occupant. Fais des rénaux en haut, loue plus cher, ça va te payer une partie de ton hypothèque, puis ensuite de ça, quand tu vas vouloir vendre ton plex, en rénovant, en faisant des améliorations, tu vas pouvoir le vendre plus cher. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir, si jamais tu veux le garder, tu peux le louer plus cher puis faire plus d'argent, tu comprends? Fait que essentiellement, ça vaut la peine d'acheter quelque chose au niveau des plex qui est un petit peu plus désuet, de rénover, puis ensuite de ça, de profiter de la hausse des valeurs par la suite. Jackie Ricou, merci pour ta réponse. Et ça prend quoi les requis pour devenir courtier? Secondaire 5 et il faut que tu fasses un AEC en courtage immobilier. Tu peux le faire soit au public ou au privé. Au privé, ça coûte environ 4 à 5 000 $ et au public, 900. Sauf que ça prend plus de temps au public qu'au privé. Puis au privé, en général, tu as des meilleurs profs. Toctic, ben oui, certainement, j'imagine. Jaden, est-il plus facile et moins coûteux pour toi d'acheter une maison parce que tu es courtier? Plus facile, oui, parce que je connais les outils pour magasiner, là. Puis c'est moins coûteux parce que je sais comment m'entourer des bons professionnels pour que ça me coûte moins cher. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais si tu dis que je suis capable d'acheter moins cher parce que je suis courtier, juste parce que j'ai le titre de courtier, non. Et même, des fois, on peut payer plus cher parce que nous, on est obligé de s'identifier en tant que courtier quand on achète une propriété. On doit le dire. Okay? Donc, on doit divulguer qu'on est courtier au moment où on veut acheter une propriété. Est-ce qu'agent, tu as encore besoin du cégep? Pas cégep, mais c'est ça, c'est un AEC, donc une attestation d'études collégiales. Donc, ça dure quelques mois. Voilà. Jackie Ricou, très intéressant. Ça fait plaisir. Chantal, merci, ça fait plaisir. Émilie Villeneuve, les assurances, non, Émile Villeneuve, les assurances, c'est des voleurs. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ce n'est pas ma spécialité. Mais si jamais c'est ce que tu penses des assurances, voilà, ben... voilà, je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Good. Donc, si jamais... Chantal, pour un rap pour mise de fonds, est-ce qu'il y a un mois dans l'année en particulier? Oui, quand tu débloques tes REER, en gros. Donc, le temps de l'année s'en vient. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de premiers acheteurs sur le marché en début d'année et au printemps. C'est parce qu'on débloque les REER pour pouvoir faire les prêts rap. Pas les prêts rap, mais pour utiliser le rap ou faire des prêts rap. Donc, les prêts rap qui est, j'ai pas d'argent dans mes REER, mais je veux les utiliser pour mettre en mise de fonds. Ben, tu peux faire un prêt à la banque pour mettre dans ton REER, pour utiliser en rap. Puis là, ces prêts-là, il se fait généralement, je me trompe pas, j'ai un petit pamphlet là-dessus proche, mais tu peux m'écrire. Mais généralement, c'est un prêt qui se fait sans intérêt, qu'il faut que tu rembourses en 15 ans, avec des paiements égaux, je me rappelle. Puis ça vaut vraiment la peine, en fait, de faire le prêt rap. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Après 3 ans, c'est-tu correct vendre? Ouais, c'est plus... pour vendre en ce moment, ben le marché est plus balancé, donc c'est plus le fun pour vendre les propriétés. J'en ai parlé au début du live. Le live va être disponible pour réécouter par la suite. Donc, tu vas pouvoir le réécouter, en fait, la suite, si jamais t'es intéressé. Émile Villeneuve, ta réaction en dit suffisamment. Ben écoute, au niveau des assurances, là, OK,
il y a des bonnes assurances, tu sais, il y a des bons produits comme dans n'importe quel domaine, puis il y a des mauvais produits comme dans n'importe quel domaine, donc je m'avancerai pas là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que le programme Tranquillité et le programme Intégrité valent la peine. Donc, si vous voulez faire affaire avec le courtier Remax, ça vaut la peine. Donc, ces assurances-là valent le coup. Mais on parlera d'assurance entre toi et moi si jamais si tu veux m'écrire en DM. Janie, as-tu une adjointe? Présentement, je n'ai pas d'adjointe. Parce que l'année passée, quand j'ai créé mon équipe avec mon frère, au lieu d'aller me chercher une adjointe, ben mon frère est un peu devenu mon adjointe / mon bras droit. Parce que moi j'étais en courtage avant lui, puis lui ben il est venu me rejoindre. Fait que pour l'instant, j'ai pas besoin d'adjointe et je n'ai pas d'adjointe, mais notre plan c'est de grossir bien évidemment et d'avoir une grosse équipe et bien évidemment de rouler un petit peu plus. Donc éventuellement, je vais avoir besoin d'un adjointe, mais pour l'instant, j'ai pas d'adjointe. Chantal, donc idéalement, je dois regarder en automne. Qu'est-ce que tu veux dire en automne, Chantal? Si tu peux préciser ton raisonnement. Jaden, merci de m'avoir éclairci sur certains sujets du métier. Ben, ça me fait plaisir, Jaden. Écoute, le métier de courtier, pour être honnête, c'est un métier formidable. J'adore mon travail. J'ai la chance incroyable de faire ce métier-là puis de réussir. Ce qui est pas le cas pour beaucoup de gens dans le domaine. C'est 87% des gens échouent après 1 ou 2 ans, selon la statistique. Je te mentirais pas que c'est un métier qui est difficile, que tu vis des hauts des bas émotionnellement. Tu sais, quand t'as rien pendant 2 mois, ben t'as rien pendant 2 mois là, puis tu fais des efforts, tu travailles fort, t'appelles du monde, t'essaies d'intéresser les gens à tes services. Puis essentiellement, il y a rien qui se passe, c'est dur moralement, il faut que tu aies le bon mindset pour le faire, le bon mental, de jamais lâcher, d'être consistant, de comprendre que c'est une game de montagne russe, puis que pour grossir, ben tu vas avoir des hauts et des bas, puis que tu vas juste apprendre à travers ça, tu sais. Fait que ça fait plaisir de t'avoir éclairci. Si j'achète la maison de mon père, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la mise de fonds ou non? Non, en fait, la mise de fonds c'est régi par le gouvernement du Canada et la loi reste la loi que tu achètes la propriété à ton père ou à n'importe qui d'autre. Donc voilà, à moins que tu la vendes pour pas cher, mais là, ça, en tout cas, ben pas à moins qu'ils te vendent pour la pas cher, là, mais dans le sens, s'il veut te la vendre pour $1, tu peux pas le... En tout cas, légalement, il y a des petits problèmes à ce niveau-là, ok? Mais il faut que tu utilises une mise de fonds, tu le quittes, faut que tu notaries la transaction avec un notaire. Mais c'est une bonne question. C'est une maudite bonne question. Maudite bonne question. Chantal, pour un rap, parce que essentiellement, en fait, excuse, je vais revenir à Cam, pour la maison de ton père, ben c'est parce qu'essentiellement, tu vas quand même prendre un prêt à la banque, puis c'est avec le prêt à la banque que tu as besoin d'une mise de fonds, là, fait que essentiellement, je verrais pas pourquoi ça change au niveau de la mise de fonds. Chantal, pour un rap en mise de fonds. Non, c'est ça, ben le rap, c'est au printemps, là, c'est ben bientôt, je pense que c'est en mars ou en avril que les REER débloquent. Écoute, je vais faire une recherche internet ultra rapide pendant que je fais le live, juste pour savoir. C'est parce que c'est une bonne question, parce que je veux le savoir aussi. Fait que les REER débloquent quand? Votre REER, je veux savoir quand est-ce qu'on... Déblocage pour un régime de retraite. Écoute, je peux te revenir avec ça. Comment sortir l'argent de son REER? Bon, pour faire exprès, je le trouverai pas tout de suite rapidement, mais c'est bientôt. Là. Je pense que c'est mars-avril, c'est peut-être février. Mais ça s'en vient. Il faudrait que je demande à un fiscaliste avec qui je fais affaire pour me le dire. Ou il y a peut-être des gens dans le chat qui vont le dire. Serait-il possible de t'offrir le service d'installation et de gestion de ton affichage? Très gentil, Matt, mais pour l'instant, je m'occupe personnellement de ça. Natureman demande: salut, que penses-tu de ceux qui achètent en 2023? Prendre 2 ans fixe maximum? Ouais, 1 ou 2 ans fixe. Puis même là, tu sais, peut-être...
je suis pas le professionnel hypothécaire, ok? Fait que moi, j'aide vraiment à acheter acheter puis à vendre, mais là, au niveau du financement des propriétés, là, je te conseillerais plus d'aller voir un professionnel. Moi, en tout cas, les professionnels, ils disent que, puis en fait, les institutions financières disent que les taux devraient descendre, tu sais, fin 2023, début de 2024, puis peut-être pendant l'année 2024. Donc, si le taux en ce moment, le taux risque pas d'augmenter, tu comprends? Fait qu'en ce moment, si le taux variable vaut la peine, prends le taux variable puis mange un punch pendant 1 an, puis après ça, ben, tu vas descendre en même temps que le taux descend. Mais sinon, si tu veux le fermer, si jamais c'est plus rentable en ce moment de prendre le fixe pendant 1 ou 2 ans, ben, prends le fixe 1 ou 2 ans, puis après ça, ben, tu sais, comme tu renégocieras à variable ou à fixe plus bas dans 1 ou 2 ans. Mais la réalité, c'est que c'est plus que 90% du monde que quand ils prennent, mettons, un taux fixe 5 ans, qui finissent pas le terme. Puis là, ben, ce qui arrive à 6%, c'est que tu payes des grosses pénalités si tu finis pas ton terme. Tu payes des grosses pénalités aux institutions financières. Puis ça, ben, c'est le gros problème en ce moment. Si tu veux, je peux te référer la bonne courtière hypothécaire ou le bon courtier hypothécaire pour tes besoins. Fais juste m'écrire en DM, ça va me faire plaisir de te référer à la bonne personne. Frédéric, Chab, sais-tu comment fonctionne de vendre sa maison pour en acheter une autre versus l'hypothèque? Si tu veux dire que tu rembourses ton prêt hypothécaire puis tu achètes une autre maison au lieu de transférer ton hypothèque. Si tu transfères ton hypothèque, généralement, tu vas vouloir transférer avec la même banque. Donc, il faudra que tu fasses affaire avec l'institution financière avec laquelle que tu as déjà ton prêt présentement. Puis dans l'autre cas, dans le cas où ton terme, par exemple, que t'as pas de pénalité pour vendre ta propriété parce que t'as pas comme coupé ton terme, ben à ce moment-là, tu peux acheter une propriété avec n'importe quelle institution financière, puis ça va juste rembourser leur prêt avec les fonds de la vente, etc. Cam, ok, merci. Je fais mon mieux, Cam, désolé pour ta question. Le 30 mars, Natureman dit pour les REER, donc voilà, c'était mars-avril, comme je disais. C'était de voir ce que tu en pensais. Pas de stress. Steve, bonjour, j'aimerais avoir une consultation pour un achat à venir. Ben, Steve, ça va me faire plaisir. Si tu vas dans le lien dans ma bio TikTok, tu as un lien Calendly dans lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc, Calendly, c'est essentiellement, tu as un calendrier. Tu cliques sur une date, une heure et tu remplis en fait les demandes pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, on va pouvoir se rencontrer puis discuter 1 à 1 de ton projet d'achat. Ça va me faire plaisir de t'aider. Donc, je vois qu'il y a moins de questions dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été présent au live, ceux qui ont suivi le live presque en intégrité. C'est super gentil, je vous remercie beaucoup. Non, il n'y a pas de problème, Steve. Ça me fait plaisir. Là, écris-moi, puis on va pouvoir prendre rendez-vous. Donc, essentiellement, merci beaucoup d'avoir participé au live. Si vous voulez les listes des documents que vous avez besoin pour vendre votre propriété, je vous le donne gratuitement. Écrivez-moi en DM, liste de documents, ça va me faire plaisir. Si jamais vous voulez la liste des étapes pour vendre une propriété, vous pouvez aussi m'écrire en DM, ça va me faire plaisir. Je vais vous le partager gratuitement. Si vous voulez une présentation achat, vente, n'importe quoi, utiliser mes services, vous avez d'autres questions, vous voulez me parler 1 à 1, ça va me faire plaisir de vous aider. Écoutez, merci beaucoup de votre présence et puis on se parle à vendredi prochain avec un nouveau sujet que j'ai pas encore déterminé, mais voilà, on se voit au live de vendredi prochain.